Salut à tous, salut, bienvenue sur une nouvelle émission des QAG, j'ai perdu mon retour. Non, Sylvain. c'est moi, c'est normal, D'accord. c'est parce que tu saturais un peu. Je saturais un peu, désolé. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission des QAG. Il est 14h30, donc question d'actualité au gouvernement, qu'on va suivre ensemble d'ici une petite demi-heure. On est le 26 septembre et je suis ravi de tous vous retrouver. Je sature autant que Jean, effectivement, ça peut m'arriver, mais Si tout va bien, alors je m'engage devant la France et devant les Français, si tout va bien, on devrait avoir un nouveau matériel son de type carte son avec compresseur très bientôt. ce qui du coup nous évitera de saturer à la race. Exactement, il me permettra de faire des réglages un peu plus aux petits oignons finalement. Nickel. Normalement. Est-ce que je me sens les épaules pour assumer cette QAG tout seul? Alors oui, on va commencer par un petit message de service. Effectivement, comme vous le voyez, papa n'est pas là. Papa a enlevé les roulettes du vélo et donc du coup, je vais présenter cette émission des QAG Avec maman. avec maman. Bonjour maman. Et avec vous et sans Jean aujourd'hui, qui ne pouvait pas être là, mais on le retrouvera peut-être dans de prochaines émissions. Moi je pense qu'il n'avait pas envie de streamer avec toi en fait. Voilà, c'est ça. Mais je le comprends en même temps. Je veux dire, même moi, j'ai pas envie de streamer avec moi, donc bon, voilà. À qui le dis-tu? On a un petit sub d'Exodes 101. Merci Exodes 101. Salut. Un resub, Un 9 mois d'affilée. resub. Ah oui, mais c'est pas affiché dans le chat. Si, si. Non, de niveau 1. Ah oui, t'es abonné depuis 9 mois d'affilée. D'accord, ok. Ma sieste, effectivement, Jean ma sieste. Voilà, donc bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez? Comment vous allez, les amis? Bonjour les enfants. Cette séance de questions d'actualité des gouvernements, de questions d'actualité au gouvernement, avec une activité politique un peu chargée, donc je pense qu'il va y avoir des sujets intéressants aujourd'hui. On a une petite demi-heure entre nous, donc si ça vous dit, j'ai très peu de retours. Est-ce que tu peux mettre un tout petit peu plus de retours, s'il te plaît, Oui, Sylvain? bien sûr, avec Merci. plaisir. Tu Donc- me dis quand c'est bon pour toi. C'est nickel, c'est nickel. Très bien. Cette séance de questions d'actualité qu'on va suivre ensemble, avec pas mal de sujets dans l'actualité politique, un peu chargés, donc on va pouvoir en discuter un peu pendant cette petite demi-heure. Mais pour commencer, j'aimerais vous inviter à partager, j'ai pas fait de tweet, j'ai encore oublié. Je suis en train d'en faire un avec le compte Acropolis. Nickel, c'est gentil. Et ben on vous invite à le partager, à rameuter vos copains, histoire qu'on soit plusieurs, qu'on soit plus on est de fous, plus on rit, pour pouvoir partager cette séance des QAG ensemble. Et voilà, et comme ça on sera nombreux. On fait un point cheveux. Que font mes cheveux? On peut pas parler de ton t-shirt qui est à peu près pas froissé. Je suis ravi que tu le remarques. Du coup, Merci. on est obligé de parler de tes cheveux. Je suis ravi que tu remarques que mon t-shirt n'est pas froissé, comme je te l'ai demandé juste avant le live. C'est très, très sympa de faire ce que je te demande. Merci beaucoup, Sylvain. La régie est obéissante, Et la il est régie est soumise. bien élevé, bien dressé. Effectivement, mes cheveux font un truc un peu chelou. Bon voilà. Vivement une intervention de Nicolas Hello, effectivement, c'est insupportable. Alors de quoi ça peut... Alors je vous propose qu'on fasse un petit tour un peu de l'actualité politique de ces derniers jours, parce qu'il se passe quand même des trucs intéressants. Il y a 3-4 gros sujets dont on peut parler, je ne sais pas s'ils seront tous évoqués pendant les questions d'actualité au gouvernement, mais je pense que les deux sujets un peu... Salut Adrien qui passe derrière. Les deux sujets un peu... les deux gros sujets qui viennent de se lancer, c'est le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui ont été annoncés donc lundi et mardi respectivement, dont on va pouvoir un peu discuter tous ensemble. Je pense que ça peut être intéressant qu'on fasse un point sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle un peu d'actualité politique. Et j'ai trouvé le fer à friser avec le fer à repasser. Bon, écoutez les enfants, ça suffit. Hein. On est là pour être sérieux, là, s'il vous Je vais plaît. finir par me vexer. Oh, Euh, chiche. Donc je vous propose qu'on parle un peu d'actualité politique et après on fera un petit tour sur ce que c'est que ce projet de loi de finances et ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc petit tour d'actualité politique. Moi les 2-3 trucs que j'ai notés dans l'actualité politique, c'est que c'est possible qu'on ait quelques... Alors on n'a pas encore la fée jaune, hein, je crois. J'en profite pour Eh bien, remercier tu te d'ailleurs... trompes. Je me trompe, je mets à culpa. J'en profite pour remercier les bénévoles qui nous aident aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a qui contribuent donc à nous faire les fiches pour l'émission. On a Tristenza, donc Émilie, Perceval, Arcturus, Neverline et Père Castor qui nous aident aujourd'hui. Donc merci à vous. Et si jamais vous voulez aider à nous aider à faire les fiches, n'hésitez pas à vous signaler. On a un petit nouveau aujourd'hui qui est Père Castor qui nous aide. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous signaler. On sera ravis de vous accueillir. Je lis un peu le chat. Manuel Valls qui annonce effectivement sa démission la semaine prochaine et sa candidature
à la mairie de Barcelone. Alors c'est intéressant parce que rien dans les textes français il n'aurait pas le droit d'être candidat. Enfin, si, il aurait le droit d'être candidat à une mairie, mais il n'aurait pas le droit d'être maire et député en même temps en France. Mais en revanche, il a tout à fait le droit d'être député et en même temps maire dans une autre ville. Et il n'y a pas d'incompatibilité. Il a quand même annoncé sa démission parce qu'elle avait été demandée par pas mal de monde, hein. Il y avait eu des pétitions, notamment par son ancienne euh, comment on dit, son ancienne concurrente à la législative dans sa circo. Concurrente France Insoumise, je crois. Concurrente France Insoumise, effectivement. Farida Amrani, si je me trompe pas. Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Le chat vérifiera. Bonjour Chamiaz, bienvenue. Si c'est la première fois que vous nous regardez, je ne sais pas qui est là pour la première fois avant plus haut dans le chat, mais bienvenue les nouveaux, enchanté. Et effectivement, comme le souligne Nibal, démission à un mois du référendum en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il est président du groupe d'études ou de la commission, je ne sais plus exactement ce que c'est, qui est chargé d'organiser ce référendum. Effectivement, bon, pas très clean, hein, je suis pas sûr que ça fasse très nouveau monde tout ça. Alors que Twitter me suggère à l'instant de follow Manuel Valls. Eh bien, follow Manuel Valls. Je pense que Twitter nous épie, nous écoute, nous suit. Ils sont partout. Ils nous observent. Qu'est-ce qu'on a vu passer ces derniers temps? Alors dans l'actualité législative, on a le début de l'examen de la loi Pacte qui est sur les rails, avec 2700 amendements, ce qui est pas mal. C'est pas le maximum qu'on ait eu, mais c'est pas mal. Plus largement dans l'actualité politique, on a la loi de... non, pardon, encore toujours sur l'actualité législative, on a le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale qui va être voté juste après cette séance de DQAG. Si je dis pas de bêtises, c'est bien celui-là qui va être voté. Hein, bon, j'arrive pas à voir dans mes notes. Et donc ce projet de loi de lutte contre la fraude fiscale qui a été examiné par le Parlement, qui représente quand même un progrès par rapport à ce qui était fait jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a aussi évidemment les gens en face qui ont des remarques à faire. Ce qui est intéressant dans ce projet de loi, c'est qu'il y a quand même un gros truc qui évolue, c'est le fait que le verrou de Bercy disparaît. Alors le verrou de Bercy, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Le verrou de Bercy, c'est le fait que quand on voulait poursuivre pour fraude fiscale, il n'y a que Bercy qui pouvait démarrer les poursuites. Et à partir de maintenant, ce sera plus le cas. Bercy n'aura plus le monopole pour lancer les poursuites pour fraude fiscale. Donc du coup, c'est une évolution sur laquelle à peu près tous les groupes étaient assez unanimes. Maintenant, il y a aussi des points noirs dans cette loi telle qu'elle va être votée. Ce qui a été souligné notamment, c'est deux points noirs. Le premier, c'est que la liste des paradis fiscaux telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est très largement incomplète. Alors j'ai plus la liste des pays, mais je pense que le chat saura nous la retrouver. Notamment, elle a aucun pays européen, donc par exemple le Luxembourg, l'Irlande sont pas dans cette liste cette liste noire des paradis fiscaux. L'autre point, c'est que, alors bon, ça résulte aussi un peu du fait que la liste noire des paradis fiscaux européenne a été jugée comme très faible. Je crois qu'il y a 7 ou 9 pays dessus, et elle a été jugée comme pas vraiment, elle va pas très loin, quoi. L'autre point, c'est que cette liste noire, elle est indicative, donc bon, en termes de réputation, c'est pas ouf pour les pays, mais ça n'entraîne rien de cadré, ça n'entraîne aucune conséquence juridique, aucune conséquence diplomatique, donc ça c'est un autre point qui a été souligné. Et un autre point là c'est notamment Oxfam qui est monté au créneau sur. Donc Oxfam, c'est une association qui est en charge de la lutte, enfin qui lutte contre la mauvaise utilisation des deniers publics, on va dire, et la corruption. Et Oxfam qui a souligné que dans ce projet de loi, certes le verrou de Bercy disparaissait, mais c'était remplacé par une procédure qui était encore plus obscure et qui concrètement consiste à dire que une entreprise qui fait de la fraude fiscale, si elle se fait gauler, elle a juste à payer une amende et elle n'est pas coupable, donc déjà ce qui a des conséquences juridiques importantes, et surtout elle est dégagée de toute autre poursuite pour fraude fiscale. Donc bon, des progrès, mais des progrès mitigés. Voilà. Et donc cette loi qui va être votée juste après les séances des QAG. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité? Alors bon, après on a 2-3 conneries, la boutique enlisée, peut-être que vous avez vu ça, qui est rigolo, peut-être qu'un jour on verra un député avec un mug enlisé, qui est une parodie de la boutique de l'Elysée, pour se foutre de la gueule de la boutique de l'Elysée, hein, disons-le. On a eu le sommet du Conseil des chefs d'État européens qui a eu lieu
quoi, jeudi, vendredi? Je sais pas, t'as écouté la matinale hier, avant-hier sur Acropolis? Non, bah non, je me réveille pas si tôt le matin, moi, tu sais bien. C'est dommage parce qu'on en a parlé en plus, hein. Du coup, tu saurais me redonner la date? Bah écoute, j'invite à ceux qui veulent connaître la Exactement. date d'aller voir le replay. Allez voir la matinale. Donc Voilà. bon, sommet des chefs d'État, sommet du Conseil des chefs d'État d'Europe, où en gros il s'est pas passé grand-chose. Donc ils ont parlé Brexit, ça avance pas des masses. On est toujours sur, apparemment il va pas y avoir de deal. Enfin, on est plutôt sur le deal est difficile à trouver entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, avec un point intéressant qui est qu'apparemment, il paraît que le gouvernement français commence à se préparer à faire passer une loi d'habilitation pour pouvoir émettre tout un tas d'ordonnances au cas où il y aurait no deal. C'est-à-dire au cas où il n'y a pas de deal et c'est un très hard Brexit, il n'y a pas de deal entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, bah, le gouvernement français se prépare à passer tout un tas d'ordonnances qui permettraient d'arrondir les angles et d'éviter que ce soit trop dur. Parce que notamment, par exemple, il y a une question sur les avions. A priori, les avions de Grande-Bretagne ne pourraient plus atterrir en France. Donc bon, c'est gérer ce genre de choses-là. La même chose pour les expatriés, certainement. Oui, sans et- doute, il y a tout un tas de et les sujets, ressortissants. mais même il y a aussi il y a des questions qui sont complètement anodines, qui sont à traiter. Par exemple, la question, c'est tout bête, mais la question des animaux que tu trimbales d'Angleterre, enfin de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, pardon, dans un pays de l'euro, bah, c'est des questions qu'il faut régler, c'est réglé par des lois, tout ça. Et s'il n'y a pas de deal, bah, a priori, il n'y a plus d'accord qui tient sur tout un tas de sujets comme ça. Et donc on ne peut plus transporter la vache folle du Royaume-Uni Exactement, jusqu'à la ce France. qui est fort dommage parce que la Ça vache serait folle, dommage. c'est sympa. Et deuxième sujet qui a été évoqué, c'est l'immigration. L'immigration encore et toujours, et a priori, pareil, ça avance pas plus, à ceci près qu'il y a eu un espèce de coup de... Bon, allez les gars, petit coup de pression, de la part de Macron et de Merkel, pour dire aux chefs d'État d'Europe de l'Est, grosso modo, soit vous faites respecter les droits de l'homme, soit on va commencer à couper les crédits qui arrivent de l'Union européenne, parce que c'est pas acceptable que que vous ne soyez là que quand il s'agit de prendre de l'argent, mais pas quand il s'agit de respecter les règles européennes. Mais bon, pour l'instant, c'est encore que de la diplomatie, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien d'inscrit dans les textes. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 18 minutes, ça va, on peut encore discuter un peu. Tu as le droit de respirer aussi, hein. J'ai le droit de respirer, ouais, mais je parle assez vite de manière générale. Oui, mais Euh, je t'invite à respirer, du coup. voilà, et boire un coup, à votre santé. Eh bien, c'est l'instant boisson qui nous est proposé par Voilà. François. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu d'actualité Benalla quand même, mine de rien. L'actualité Benalla avec deux trucs. Excusez-moi, il y a Adrien qui essaye de communiquer avec moi, je ne vais pas pouvoir t'écouter. Pas de souci, pas de Si tu souci. dis un truc intéressant, tu me le redis après? Oui, je te le redis Merci. après. Donc, actualité Benalla, une petite et une grosse actualité. La petite, c'est que le poste de Benalla a été remplacé à l'Elysée. Et donc, c'est Jean Gabory, qui est un des cofondateurs des Jeunes avec Macron, qui cet instant bois de l'eau est sponsorisé par Benalo. Merci, elle est pas mal. Sylvain désapprouve. Je ne dirai rien. Voilà, donc Benalla qui a été remplacé par Jean Gabory qui était un des cofondateurs des Jeunes avec Macron, donc un proche de Macron, et qui donc prend la place de Benalla dans un périmètre qui j'imagine sera plus restreint et surtout beaucoup mieux cadré. Apparemment il va surtout s'occuper de l'organisation des déplacements et je pense qu'ils vont pas s'amuser à le remettre sur des questions de sécurité et t'as le droit de donner des ordres aux militaires et aux policiers autour de l'Elysée. Mais il faisait pas qu'organiser les déplacements, Benalla, je croyais, hein. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière, hein. On sait pas, on sait pas. Et la deuxième grosse actualité, je pense que vous l'avez tous vu passer. Sinon, Benalla va ouvrir une armerie, effectivement, c'est en lien avec ça. La deuxième grosse actualité, c'est que Benalla avait promis, juré sur ses grands dieux que non, son arme, elle était que dans des cadres très stricts et qu'il n'en avait jamais fait un usage abusif. Et il y a un petit selfie de soirée qui est sorti et... Oups. 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 Et alors ce qui est marrant, c'est que sur le selfie, je sais pas si vous, enfin, regardez la photo. Donc le selfie, c'est c'est une serveuse qui il y avait un déplacement de l'équipe de Macron durant la campagne. Ils vont dans un hôtel et une des serveuses de l'hôtel demande un selfie au service d'ordre qui entoure Macron. Et sur le selfie, Macron sort son pistolet qu'il met sur la tempe de la serveuse. Super blague au passage. Ce qui est rigolo, c'est que sur la photo, on a un peu l'impression qu'il tient le pistolet comme ça et qu'il cible son collègue du service d'ordre qui est derrière. Ce qui, pour un mec qui vous dit qu'il va être extrêmement précis,
Bon, voilà, apparemment, il vise pas là où il faut. T'es pas On- convaincu par cette blague, je sens. Alors déjà non. Et mais jamais convaincu par tes blagues d'une manière générale, hein. Je suis désolé, hein. Bon. On voit pas sur la photo que c'est forcément son bras. Je tiens à le préciser. Certes, On certes. ne voit pas que c'est son bras. Enfin bref, en tout cas, ça arrange pas. Et il y Ça a une n'arrange enquête pas. qui est ouverte sur la photo, mais c'est de savoir comment elle a fuité ou de savoir Je... si c'était vraiment lui qui portait l'arme. Je pense que l'enquête portera plutôt sur qu'est-ce qu'il faisait avec son arme. Parce que j'ai vu qu'il y avait une enquête qui était lancée. Parce que comment elle a fuité, je pense que ça doit être simplement la serveuse qui a dû entendre ou qui a dû lire des articles sur l'audition qui a eu lieu mercredi dernier et qui a dû se dire bon, il dirait pas un peu n'importe quoi là sur son usage de l'arme et qui du coup a diffusé la photo. Je pense qu'on doit être sur quelque chose comme ça. J'en sais rien évidemment, mais je pense qu'on doit être sur quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'était l'actualité Benalla, hein, c'est notre feuilleton de l'été et peut-être de la fin d'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des propos homophobes de Campion avec un député, Joachim Sonforget, député des Français des Français de l'étranger, en l'occurrence la circonscription qui est sur la Suisse et le Liechtenstein, qui est venu dire que il trouvait que les propos n'étaient pas si scandaleux et donc peut-être qu'on aura le droit à 2-3 piques à ce niveau-là. Surtout que le gouvernement a un peu un passé marqué sur le sujet de la question du mariage homosexuel et de l'homophobie, donc un peu ça a mouvementé un peu cette actualité. Et quoi d'autre? L'AG de l'ONU, l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a eu lieu très récemment, avec une image assez incroyable quand même, Donald Trump qui commence son intervention comme il le fait de manière générale en disant mon administration est la meilleure, on est géniaux, on a fait plus que toutes les administrations, que presque toutes les administrations par le passé, et l'Assemblée Générale des Nations Unies qui commence à se marrer. Ce qui est quand même assez étonnant parce que c'est clairement d'ailleurs Trump réagit en disant bah, c'est pas vraiment la réaction que j'attendais, mais bon, je prends. Et donc bon, c'est quand même la communauté internationale qui rigole de Trump, donc c'est assez particulier. À cette assemblée. Qui rigole de Trump devant Trump. Devant Trump, ouais, c'est pas rien. En C'est général, quand même... c'est plutôt derrière. Ouais, c'est ça. Là, enfin, je veux dire, c'est quand même le président de la première puissance mondiale encore, hein, et qu'on se moque de lui à l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est un truc. Euh, et, euh, et pendant l'Assemblée Générale des Nations Unies, discours d'Emmanuel Macron, où il a dit 2-3 choses intéressantes, j'ai trouvé en tout cas. Alors en fait, une heure avant cette Assemblée Générale de l'ONU, Macron et Trump ont discuté ensemble pendant une heure. Et juste après, pendant l'Assemblée Générale de l'ONU, Macron balance quand même 2 missiles qui visaient Trump. Évidemment, Trump n'est pas nommé, mais qui visaient Trump. Un premier missile où Macron dit faut plus signer faut moins coopérer avec les pays qui se sont retirés de l'accord sur l'Iran, l'accord sur le nucléaire en Iran. Évidemment, le pays qui est ciblé par ce genre de déclaration, c'est clairement les États-Unis de Donald Trump, puisque Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient se retirer, et c'est fait maintenant de l'accord sur le nucléaire iranien, accord qui avait pourtant été négocié en grande partie par l'administration américaine précédente. Et deuxième scud lancé par Macron à l'égard des États-Unis, c'est il enjoint les chefs d'État, les 193 États qui sont à l'Assemblée Générale des Nations Unies, de ne plus signer d'accords commerciaux avec les pays qui se sont retirés de l'accord de Paris, qui ne sont pas dans l'accord de Paris. Et quel pays n'est pas dans l'accord de Paris de manière assez fameuse? Évidemment, c'est aussi les États-Unis. Donc, quand même, on sent que Macron. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve que c'est bien que Macron pique un peu à Trump. Et après, petit laïus de Macron sur bilatéralisme, unilatéralisme, multilatéralisme, où j'avoue que moi j'ai trouvé ça assez flou, parce que, alors il faut savoir qu'en relation internationale, multilatéralisme, unilatéralisme et bilatéralisme, c'est des termes très précis qui veulent dire quelque chose. L'unilatéralisme, c'est grosso modo la Corée du Nord, c'est en gros je décide pour moi-même, j'emmerde tout le monde et je réagis pas à ce que font tous les pays autour. En vrai, ça n'existe jamais vraiment, parce que quand vous faites quelque chose au sein de votre pays, la communauté internationale est toujours en train de regarder, et en particulier vos voisins. Le bilatéralisme, c'est le fait pour un pays de dire bah, je vais signer un accord avec Pierre, un accord avec Jean, un accord avec Sophie, un accord avec Jeanne, etc. Mais de dealer par des accords qui sont entre deux pays, et ne faire que des accords entre deux pays. Et le multilatéralisme, ce que ça désigne, c'est le fait
que plein de pays ensemble s'entendent au sein d'un accord. Et donc souvent ça prend la forme de traités. Et donc en fait le multilatéralisme grosso modo c'est quoi? C'est les Nations Unies, c'est l'Union Européenne, c'est des accords, des accords commerciaux régionaux comme l'ALENA en Amérique du Nord, comme je sais plus comment ça s'appelle en Amérique du Sud, mais il y a le même genre d'accord. Donc voilà, c'est le multilatéralisme, ça évoque ça, c'est le fait de passer par des traités qui sont signés à plusieurs, des institutions internationales, l'OMC, l'OMS, etc. etc. Et donc Macron qui a parlé de multiculturalisme et d'unilatéralisme, en détournant un peu ces termes-là, d'une manière que j'ai trouvé personnellement un peu space, parce qu'en gros il disait, bon, le multiculturalisme, je résume grave, hein, mais le multiculturalisme c'est bien, vous laissez pas convaincre par l'unilatéralisme. Et donc en gros, moi ce que je vois c'est que c'est toujours d'essayer de vendre cette rhétorique comme quoi la gauche et la droite n'existe plus, mais maintenant on est dans un schéma entre ceux qui sont fermés sur eux-mêmes et ceux qui sont ouverts sur le monde, les progressistes contre les nationalistes, etc., etc. Et ce qui est donc bon, un peu une manière de détourner des concepts de relations internationales qui sont pourtant importants. Et ce qui est d'autant plus particulier que quand Macron s'exprime devant l'Assemblée Générale des Nations Unies et qui parle de ça, quand il dit « vous laissez pas convaincre par l'unilatéralisme », il est en train de s'adresser à des chefs d'État, il ferait mieux de s'adresser aux populations des pays. Donc c'est un peu particulier, j'avoue que moi j'ai trouvé Macron, il n'avait pas l'air assuré dans son discours, et le discours était un peu écrit avec les pieds, j'ai trouvé. Voilà. Mais par contre j'ai trouvé très intéressant les deux premières parties de ce qu'il a dit, où il lance des petites piques à Trump. Je trouve ça intéressant que bon... il y ait des pays importants qui signalent que les politiques en place mises par Donald Trump ne plaisent pas à tout le monde, on va dire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler qu'en ce moment, on réfléchit à une émission à propos des midterms, qui sont donc les élections de mi-mandat, l'équivalent grosso modo des élections législatives et sénatoriales en France, mais aux États-Unis, qui auront donc lieu dans la nuit du 6 novembre. On réfléchit à faire une émission, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à nous le signaler, ça nous motivera pour le faire. Voilà. Et de quoi ça va parler d'autre, pensez-vous, mes chers amis? Parce que du coup j'ai beaucoup parlé, j'ai pas trop lu le chat, je suis désolé. Quelle indignité. Quelle indignité, quelle indignité. Salut Lucrimo. Sur le service public. Sur le service public. Émission de quoi? On pense à faire une émission où on suivrait la soirée électorale en fait. Donc on commencerait par un truc où on vous explique comment fonctionne la politique aux États-Unis, les institutions, etc. Quelle différence avec la France et avec d'autres grandes démocraties. Et après on dirait, bon bah voilà, maintenant les résultats commencent à tomber. Il y a tel mec qui est élu, tel mec qui n'est pas élu, telle représentatrice qui va se retrouver pour la première fois au Congrès, elle est particulière parce que machin, etc. et discuter. Ça nous intéresse, mais ça sera à quelle heure? Au milieu de la nuit, effectivement, on serait sur du 22h jusqu'à sans doute minuit, 2h du matin. Voilà. Donc c'est cool, mais voire même plus avec le décalage horaire. Voire même largement plus. C'est le 2h du matin, c'est pour être très, très conservateur. Horaire américaine. Hein, ouais, exactement. En fait. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. De quoi ça va parler, vous pensez aujourd'hui? Merci Adrien pour le café. Il est très gentil, Adrien. Pas. François sera en direct des States. Moi, non. Peut-être qu'on aura quelqu'un en direct des States, je sais pas, donc je veux pas vous... Il va falloir faire des dons, hein, si vous voulez qu'on envoie quelqu'un. Faites des dons, on enverra Sylvain aux États-Unis. Je me sacrifierai. Et puis moi, je parle pas très bien anglais, I don't speak very good English, comme on dirait. Non, je déconne, je parle excellemment bien Moi non anglais. plus, mais j'apprendrai. Et on pourra discuter en anglais. Yes, of course. Et donc de quoi vous pensez que ça va parler? Sinon, ces questions d'actualité au gouvernement. Qu'est-ce que j'ai raté un peu dans l'actualité? N'hésitez pas à nous dire ça. Ah, et attendez, du coup, PLF et PLFSS. Donc PLF, projet de loi de finances, et PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça, c'est deux gros sujets qui occupent rituellement le Parlement entre septembre et décembre. Au début de l'automne. Exactement, au début de l'automne. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a l'Aquarius, effectivement, aussi, que j'ai oublié. Et donc oui, c'est rigolo, parce que ça a donc fustigé les... bon, je fais un saut. Quand au sommet des chefs d'État de l'Union Européenne, quand Macron fustige les pays d'Europe de l'Est sur le fait qu'ils n'accueillent pas les migrants dignement et que nous, en France, on refuse d'accueillir l'Aquarius, on peut dire aussi qu'il y a un peu un double discours là-dessus qui est piquant à noter, on va dire. Je reviens sur PLF et PLFSS. Qu'est-ce que c'est? Le PLF, c'est... Pour aller très vite, c'est le budget. C'est pas un groupe de rap, le PLF? Ce n'est pas un PLF, il y a QLF, que la famille. C'est PNL, pardon. Et PNL qui est, je ne sais même pas ce que veut dire PNL d'ailleurs. Donc PLF c'est projet de loi de finances et PLFSS c'est projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Le premier truc qu'on peut en dire c'est que déjà c'est des projets de loi, donc ça signifie que c'est présenté par le gouvernement au Parlement. Et
en particulier, c'est présenté à l'Assemblée nationale. Un projet de loi classique peut être présenté soit sur le bureau de l'Assemblée nationale, soit sur le bureau du Sénat. Il y a quelques cas où c'est ou l'un ou l'autre, où le gouvernement est forcé, mais voilà. Et en l'occurrence, le projet de loi de finances, c'est forcément devant le bureau de l'Assemblée nationale. Ça obéit à une... projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça obéit à une... peut-être plutôt à quoi ça sert d'abord. À quoi ça sert? Le projet de loi de finances, c'est un truc qui est en deux parties. La première partie, en gros, c'est on s'occupe des ressources de l'État. Donc, c'est le texte qui autorise l'État à percevoir l'impôt, en fait. Et la deuxième partie, c'est la partie qui dit, bon, bah, maintenant qu'on a l'argent, voilà comment on va dispatcher l'argent dans les diverses missions dont est chargé l'État. Donc en fait c'est un budget, et c'est préparé notamment par le ministère de l'Action et des Comptes Publics, donc Gérald Darmanin, ministre, et ça sert donc à... c'est le budget de la France en fait. Et ça indique notamment aussi quelles sont les priorités du gouvernement. Donc c'est présenté devant le Parlement, ça obéit à une procédure qui est bien plus cadrée que, enfin qui est pardon, bien plus rapide on va dire, bien plus pressante que les projets de loi classiques. Et aussi, autre note, c'est que comme c'est un projet de loi, ce n'est pas une proposition de loi. Proposition de loi, c'est donc ce qui est proposé par un parlementaire. Et il y a des différences entre projet de loi et proposition de loi. Il y a trois différences majeures. La première, c'est que le projet de loi, il est soumis à un avis du Conseil d'État. La deuxième, c'est que le projet de loi, il est forcément associé à une étude d'impact, alors que la proposition de loi, forcément, parce que ça vient d'un parlementaire, donc il n'est pas en mesure, lui, de fournir une étude d'impact. Et la troisième différence, c'est que le projet de loi peut impacter les ressources de l'État, ou n'importe quel projet de loi peut impacter les ressources de l'État ou les dépenses, alors qu'une proposition de loi, en vertu de l'article 42 de la Constitution, ne peut pas. Et donc évidemment, heureusement que le projet de loi de finances peut impacter les ressources et l'utilisation qui est faite des ressources de l'État, parce que bah, c'est le budget de l'État. Donc dans la procédure pour faire passer le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale est assez similaire. Alors le projet de loi de financement, on va en parler très vite, ça parle de la sécurité sociale et ça parle surtout là des ressources qui vont financer la sécurité sociale. Ça ne parle pas évidemment des dépenses pour une raison simple, qui est que la sécurité sociale c'est grosso modo surtout vos dépenses de financement, vos dépenses de santé, et que s'il y avait une limite, s'il y avait un plafond, bah, ça voudrait dire qu'un jour vous allez vous faire soigner, ah on a dépassé le plafond, bah du coup désolé vous n'êtes pas remboursé. Évidemment c'est pas possible, donc à la place on a un truc qui s'appelle l'ONDAM, qui est l'objectif national j'ai plus les lettres de l'ONDAM, mais quelqu'un va me les retrouver. Alors l'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Exactement, merci. Comment je le sais? Bah parce qu'on en a parlé dans la matinale d'Acropolis. Et il y en a qui ne regardent pas la matinale, je ne donnerai pas de nom. C'est tôt le lundi. Oui, c'est ton replay. Et donc c'est un objectif. Il faut savoir d'ailleurs que l'ONDAM n'est pas donc c'est un objectif et l'idée c'est d'essayer de ne pas dépasser cet objectif. Il faut savoir que depuis 2010, on ne dépasse pas la France ne dépasse pas cet objectif, ce qui signifie que depuis 2010, la sécurité sociale, grosso modo, rapporte de l'argent à l'État d'une certaine manière. Et donc je reviens sur la procédure parce que je m'embrouille un peu à droite à gauche, mais la procédure pour le projet de loi de finances, elle est régie par ce qu'on appelle la LOLF. La LOLF, c'est la loi organique régissant les lois de finances, qui est donc un truc qui date de 2001. Et cette procédure, en gros, elle dit que le Parlement a un délai très strict pour examiner la loi. C'est, je crois, 40 jours à l'Assemblée nationale, puis ensuite 20 jours au Sénat. Pour les trucs sur lesquels l'Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d'accord, c'est considéré comme adopté. Le reste, il y a une seule nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne valide pas, ça part en commission mixte paritaire. Donc là, c'est 7 députés, 7 sénateurs qui essaient de trouver un accord, une version des articles qui ira à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si jamais il n'y a pas d'accord, là derrière, le gouvernement est habilité à faire des ordonnances de manière automatique, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, je crois. Donc voilà, mais donc du coup, les parlementaires ont un calendrier et le projet de loi de financement de la sécurité sociale suit grosso modo le même schéma. Donc les parlementaires ont un calendrier qui est très strict et ça ne peut pas durer des plombes et des plombes parce qu'il faut que ce soit signé, il faut que tout ça soit promulgué avant le 31 décembre parce que sinon l'année d'après, il y aurait ce qui arrive aux États-Unis, ce qui n'arrive jamais chez nous, mais il y aurait un shutdown. En France, c'est quasiment impossible qu'on ait un shutdown parce que la procédure prévoit des
de quoi rebondir si jamais ça avance pas. Et donc du coup, comme c'est très strict, il y a très peu de temps pour discuter de ce qu'il y a dans ce projet de loi de finances, et c'est pour ça que souvent enfin souvent d'ailleurs tout le temps, il y a un débat d'orientation budgétaire, maintenant ça s'appelle le débat d'orientation des finances publiques, qui a lieu, je crois, autour de début juillet, où en gros c'est le moment là où le gouvernement discute avec le Parlement en disant bon bah voilà ce qu'on compte mettre dans le projet de loi de finances qu'on vous présentera en septembre prochain. C'est le moment de discuter de ce que vous voulez, des points sur lesquels vous êtes d'accord et pas d'accord. Donc voilà, bon, j'ai essayé de vous faire un peu comment ça fonctionne. Je suis désolé, je parle très vite et je ne sais pas si tout le monde arrive à comprendre. Et du coup, ce budget, celui qui a été présenté, qu'est-ce qu'il dit? Alors, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'ONDAM, il suit une évolution. Ouais, la montre. Tu me dis dès qu'il y a un direct et je continue à papoter. Ou tu veux qu'on lance un générique tout de suite? On va lancer le générique. Et lançons le générique. On sera prêt quand ça arrive. On sera prêt. Et donc on est nickel sur le timing, me dit Sylvain, puisque Richard Ferrand vient de s'asseoir au perchoir et que ces questions vont pouvoir commencer. La première question va être posée par... Alors très vite, est-ce qu'on a le temps de parler budget ou pas, tu penses Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, en gros, alors je vais le faire très vite. Il va y avoir les gagnants et les perdants. Les gagnants, c'est grosso modo le ministère de la Défense, est ouverte. Et les solidarités, les perdants, c'est le travail, logement, éducation nationale. Voilà, je suis désolé, on va vite, on pourra en parler en fin d'émission si vous voulez. Chers collègues, s'il vous plaît. Donc la séance va commencer avec une première question de Véronique Louwagie. Je suis heureux de souhaiter en votre nom à tous on écoute Richard la Ferrand. Bienvenue à une délégation de l'Assemblée nationale populaire de la République de Guinée-Bissau, conduite par son président et président de l'Union parlementaire africaine, M. Cipriano Kassama. Je salue Bonjour Salnemar. Je salue également la présence dans les tribunes d'une délégation du groupe d'amitié Japon-France de la Chambre des représentants du Japon, conduite par son président, M. Manuel Valls est-il toujours compté? Non, il est encore compté, il n'a pas encore démissionné, à ma connaissance en tout cas, sauf s'il l'a fait récemment. Mais en revanche, je doute qu'il soit là puisqu'il prend des selfies, des photos de ses pieds à Barcelone. Donc voilà, des délégations étrangères que Richard Ferrand salue. L'ordre du jour. Je vous demande de vous arrêter. Vous êtes dissipé. Je vous demande de vous arrêter. C'est normal, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. C'est ça. Au gouvernement, et la parole est à Madame Véronique Louwagie. Véronique Louwagie, députée LR, les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Votre budget 2019 est un budget de renoncement qui traduit l'échec de votre politique économique. Le déficit se creuse pour la première fois depuis 10 ans. La dette frôle les 100% du PIB et l'aurait dépassé d'ailleurs en 2019 sans vos privatisations de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris. La dépense publique continue d'augmenter de 25 milliards d'euros. Mais votre budget, c'est avant tout un grand tour de passe-passe qui donne l'illusion aux Français que leur pouvoir d'achat va augmenter. Vous nous annoncez 6 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages. C'est séduisant. Mais quand on regarde de plus donc c'est pas étonnant de la part des Républicains, votre budget il n'est pas satisfaisant, votre budget il n'économise pas assez d'argent, il dépense trop. Par contre, ce qu'elle dit sur le déficit, c'est la première fois qu'il y aura un déficit, je doute que ce soit exactement car au contraire... pouvoir d'achat aux Français. Vous oubliez les augmentations des cotisations Agir-Carco qui vont peser sur les actifs qui cotisent. Vous oubliez également la hausse mécanique des impôts collectés par l'État grâce au prélèvement à la source. Vous oubliez de préciser que la suppression des cotisations salariales est compensée par une hausse massive de la CSG. Vous oubliez que la suppression de la taxe d'habitation sera compensée tôt ou tard par de nouveaux impôts. Mais les Français ne sont pas naïfs et ne vont pas se laisser avoir par votre communication mensongère. Là, ce qu'elle pointe, c'est elle dit le gouvernement ne communique pas de manière honnête sur le budget. À cette même date, une réduction des prélèvements obligatoires de 10 milliards d'euros. Qui croit encore, un an plus tard,
que son pouvoir d'achat a augmenté en 2018. Au lieu de la baisse que vous promettiez, les prélèvements obligatoires ont en fait augmenté, selon l'INSEE, et c'est l'INSEE qui le dit, de 4,5 milliards d'euros en 2018, sous l'effet notamment de la hausse de la CSG et de la taxation sans limite des carburants. Alors, Monsieur le Premier ministre, la question qui demeure, c'est quand allez-vous lever la brume qui entoure déjà ce budget 2019? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur. Alors c'est pas étonnant qu'elle parle de budget parce Bruno Le qu'elle Maire, est experte ministre de comptable, c'est une des l'Économie et députées des les plus actives Finances. de l'Assemblée nationale et sa dernière Monsieur QG portait d'ailleurs sur le prélèvement de l'impôt à la Mesdames et source. Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie, C'est un nous sujet vous qu'elle écoutons maîtrise depuis bien. hier soir et c'est un immense plaisir. Mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et vous ne voulez pas entendre ce qu'il y a dans ce budget, donc je suis confus, mais je vais devoir me répéter. Vous ne voulez pas entendre que ce budget récompense le travail. Vous ne voulez pas entendre que nous allons supprimer les cotisations assurance maladie, assurance chômage pour augmenter le salaire net de ceux qui travaillent. Vous ne voulez pas entendre que nous allons alléger et supprimer les cotisations sociales sur tous ceux qui font des heures supplémentaires. Vous ne voulez pas entendre que, dans le cadre de la loi Pacte, nous allons supprimer le forfait social sur l'intéressement et La la loi Pacte, c'est le participation plan d'action pour que la tous croissance les et la salariés transformation des français entreprises. soient mieux rémunérés en France, notamment ceux des PME et des TPE. Vous ne voulez pas entendre que ce budget va relancer l'activité et soutenir les entreprises et les entrepreneurs et qu'il y a plus de 18 milliards d'euros de baisse d'impôts sur les entreprises, notamment avec la transformation du CICE en allègement de charges définitif pour toutes les entreprises françaises pour relancer la croissance. Donc et c'est intéressant relancer ce que dit l'activité. Bruno Le Maire, c'est que Vous c'était ne voulez une pas promesse de entendre campagne d'Emmanuel que Macron, notre c'est le budget CICE, est un donc budget qui est pour la protection un crédit d'impôt des pour les Français. entreprises, Que nous allons augmenter le budget du ministère de et la inscrit dans le Justice. budget de Nous manière allons durable recruter maintenant. davantage de policiers et nous allons enfin augmenter le budget de la défense pour garantir à nos forces armées économie, c'est ce qu'on appelle de la relance les par l'offre. équipements et les matériels dont Offre de elles ont biens et besoin pour protéger les citoyens français. Oui, nous sommes fiers de notre budget qui nous permet en plus d'atteindre l'année prochaine 1,9% de déficit public. C'est le meilleur chiffre depuis 2001. Nous allons baisser l'endettement public et nous allons tenir les engagements du président de la République. 1 point d'impôt en moins. Ce budget, soutenez-le parce qu'il permet de redresser la France. Merci Monsieur le Il ministre. sait d'autant bien de quoi il parle, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, La parole est qu'il à était du Madame même parti Bénédicte que Pérol. Madame Louwagie. Merci Monsieur le Et, Président. Ma question et s'adresse qui sont à donc en Monsieur accord le sur ministre certains de points. l'Économie et des Finances. Monsieur le Ministre, chaque année, les débats budgétaires passionnent nos bancs. Des cohortes de chiffres s'affrontent dans des batailles aux arguments souvent sibyllins. Sortons de la complexité qui éloigne nos concitoyens et fait s'apparenter la réalité à un labyrinthe. Nous l'affirmons. Notre majorité porte un budget Merci fait Perceval pour pour les ton Français resub. au travers d'actions Cette très fortes bonne blague. et de choix politiques assumés. Je me remercie pour ce moment. Ces actions portent toutes le sceau de la cohérence et du maintien du cap engagé. D'abord, celui de l'émancipation par un travail qui rémunère mieux et des investissements massifs dans la formation. Puis, celui de la protection de Français et du rassemblement par l'augmentation en particulier du budget de la défense et des crédits alloués à la solidarité et à l'égalité des chances. Ce budget est le résultat de choix politiques courageux, loin des tentatives faites ici et là de diviser un pays entre ses jeunes et ses retraités, entre ses urbains et ses ruraux. Ces choix sont ceux d'une France qui veut reprendre son destin en main et préparer l'avenir, en renforçant le pouvoir d'achat des Français, en soutenant nos entreprises, en assumant nos défis climatiques, notamment par une fiscalité écologique ambitieuse et nécessaire. Si diviser rassemble les oppositions, sachez que pour nous, ce budget propose au contraire un dessein commun, celui de fédérer les Français autour d'un cap qui n'est pas sans rappeler le mythe d'Icare et de son père Dédale. D'aucuns ici s'enferment dans des promesses flatteuses, mais contradictoires, sans hauteur de vue. Ceux-là sont ceux qui restent piégés dans le labyrinthe. D'autres ont pour Merci doctrine beaucoup de Perceval faire pour tous le ces soleil subs offerts. à portée de main, avec des promesses aveugles 5 abonnements et offerts par irraisonnées. Perceval, c'est génial, merci beaucoup, c'est hyper gentil. Ceux-là sont Icare. Aussi, Julie monsieur Agitation le qui l'a eu ministre, au ma question est simple. Gildo, Ce Keldan budget et sera-t-il Fun Zero. celui de Dédale, un budget aux conséquences justes pour le quotidien des Français? Donc question de Bénédicte Pérol, Merci, Madame députée Pérol. En Marche de 27 ans La parole est à de Monsieur l'Allier, le secrétaire d'État auprès du qui est ministre conseillère de juridique et qui est une l'Action nouvelle députée et des évidemment. Comptes publics. Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Merci, Monsieur le Président, Mesdames et on va parler Messieurs du les budget, députés, expliquez-nous en Madame quoi ce la budget députée Pérol. est si bien. Vous avez raison. Vous avez Ah, et raison c'est de Olivier dire que ce Dussault qui budget est répond, un budget de et choix. non Vous avez aussi raison de dire ministre. que ce budget est un budget cohérent et un budget marqué par la constance
des Il doit pas être engagements là, du du coup, gouvernement et du j'imagine, président de la Gérald République. Darmanin. C'est le budget qui permet justement de tenir ses engagements. Donc là, c'est le moment où on Tenir introduit des ce qu'il y a dans engagements pris devant le l'Union projet de loi de finances dont Et je vous comme parlais l'a tout à rappelé l'heure. le ministre de l'économie et des finances à l'instant, le déficit public sera de Encore un 1,9%. sub de ça, mais ça me va. C'est la Merci première fois beaucoup. depuis 3 Un ans resub. que le déficit public de la France Entre sera deux spams de sub de 3 années Perceval. Merci beaucoup, ça, mais ça en va. dessous des 3%, permettant ainsi à la France de tenir durablement les engagements communautaires pris depuis si longtemps. Donc effectivement, le PLF, il faut noter qu'il est sous les 3%, qui est la règle. Encore ceux de Père Castor, merci beaucoup, déjà 9 ans, c'est incroyable, un resub. Donc ouais, ce budget, il faut noter qu'il est sous la barre des 3% de déficit, ça veut dire que les dépenses sont supérieures aux recettes, mais de moins de 3% du total. Et c'est la première année, les 3% étant une limite qui est instaurée par l'Union Européenne, et je vous invite à aller lire des articles sur le sujet, qui est une limite que beaucoup de gens ont dénoncé comme étant complètement arbitraire et sortie de nulle part en fait. Les priorités de notre pays, avec 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour l'éducation et l'enseignement Contredit supérieur. imposé par l'Union Européenne, c'est les États qui se sont mis d'accord autour de ce chiffre. Oui, bien sûr, j'ai Qui est effectivement pas de- mal formulé. L'Union Européenne, c'est ces États. Oui, Effectivement, mais j'ai mal formulé, t'as raison. Et enfin, Et notamment, en fait, avec ce 3%, il sort, si je me souviens bien, des fonctionnaires français de l'époque, dans les années 80-90, qui, du coup, on n'écoute pas du tout Olivier Dussopt, on s'en fout, dans les années 90, qui se sont dit, bon, bah, 2% c'est peu, 5% ça fait beaucoup, bon, on va faire ça. Et on va se fixer sur 3%. Donc voilà, je pense qu'Olivier Dussopt nous a dit à quel point le budget était génial. Philippe Vigier. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pour tout gouvernement, le budget est un acte politique fort qui doit apporter des réponses à des questions préoccupant nos concitoyens, en particulier celle du pouvoir d'achat. Cette année, les Français attendent des réponses claires car en 18 mois, leur confiance en votre capacité à transformer le pays s'est fragilisée. Pour notre groupe, votre budget comporte des avancées. Nous disons oui à l'effort de sincérité, oui à la meilleure rémunération des heures supplémentaires, ou oui à la simplification de l'épargne de précaution pour nos agriculteurs. Pour autant, vous annoncez 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus, mais le compte n'y est pas. L'OFCE a d'ailleurs démontré qu'il n'y aurait que 3,5 milliards d'euros, ce qui est insuffisant pour compenser les augmentations d'impôts démarrées depuis le début du quinquennat. J'ajoute qu'en 2019, vous allez continuer à taxer les retraités, les fonctionnaires, les locataires, les familles ou les automobilistes. Si vous en êtes là, c'est que votre promesse de réformer en profondeur n'a pas été tenue. Les dépenses continuent d'augmenter et vous supprimez que 4 200 postes dans la fonction publique, ce qui veut dire que l'objectif de 50 000 en 2022 ne sera pas tenu. Naturellement, la diminution du nombre Avec de encore plus de fonctionnaires n'est coupes pas une dans les fin en années qui soi. viennent, Cet ça peut être tenu, échec mais... démontre que vous n'avez pas engagé la vraie réforme, celle qui permettrait de mettre fin à la mainmise de l'État, à la bureaucratie parisienne, à cette technostructure que nous dénonçons et qui donnerait plus de liberté au territoire. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Êtes-vous prêt à stopper cette dérive centralisatrice? Êtes-vous prêt à engager sans délai la transformation de l'État pour donner plus de pouvoir d'achat aux Français, plus de compétitivité aux entreprises? Donc question de Philippe Vigier, les Merci, constructifs, monsieur ancien Vigier. UDI, il a 60 ans, il est élu depuis 2007 dans l'Eure-et-Loire, et sa question c'est, bon, il y a trop de fonctionnaires, vous en supprimez pas assez, il faut supprimer encore plus de fonctionnaires. Mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, Et à nouveau une réponse d'Olivier Dussopt, donc merci j'imagine pour que votre question. Gérald Darmanin n'est pas là. d'avoir souligné combien ce budget comporte aussi des avancées, avec la désocialisation des heures supplémentaires, avec la volonté partagée largement de mieux rémunérer le travail et donc d'accompagner celles et ceux qui travaillent. Nous avons entendu les réflexions qui sont les vôtres. Nous savons qu'il y a un certain nombre de choix qu'il nous faut assumer, notamment en matière de verdissement de la fiscalité. Mais nous persistons à dire et à démontrer que ce budget porte aussi une diminution des prélèvements obligatoires pesant sur les ménages qui n'avaient jamais été atteints jusqu'à présent, avec plus de 6 milliards d'euros de baisse des prélèvements obligatoires. C'est un budget qui nous permet aussi, je le disais à Madame la députée Perrol il y a un instant, de mieux accompagner les plus fragiles avec l'augmentation de l'allocation adulte handicapé ou encore le minimum vieillesse. Un budget qui nous permet de mieux accompagner celles et ceux qui travaillent, je l'ai dit. Vous avez terminé votre question par un appel à la réforme de l'État. Si votre question consiste à nous dire « Êtes-vous prêt à réformer l'État ?» La réponse est oui, et la réponse est oui parce que nous le faisons.
Nous le faisons, mais nous le faisons différemment de ce qui a pu être fait précédemment. Il ne s'agit pas de refaire la RGPP. Il ne s'agit pas de couper brutalement dans les effectifs de la fonction publique, mais bien... RGPP, c'était la réduction générale des politiques, la réforme générale des politiques publiques ou la réduction révision. Et ensuite, d'en tirer les conséquences en matière d'effectifs. Nous nous inscrivons en cela, notamment pour l'organisation des services publics sur le territoire, dans la mise en application de la circulaire du Premier ministre de fin juillet, qui dit et qui rappelle que l'essentiel de notre travail en matière d'organisation des services publics consiste à préserver et à renforcer les services sur les territoires, à faire de l'échelon départemental la bonne maille d'intervention des services publics et à concentrer nos efforts sur l'administration centrale. Il y a un programme qui s'appelle Action publique 2022 que vous connaissez et je peux vous assurer que votre contribution, votre participation et votre soutien à l'ensemble de ce programme nous sera utile. Nous sommes déterminés à aller. Donc on apprécie le soutien des centristes sur ce budget. D'ailleurs la question disait bien, il y a du mieux, mais on n'est pas complètement satisfait. Néanmoins, chers députés, réalisez que ma question s'adresse à pas complètement satisfait, mais il y a du mieux quand même, de leur point de vue évidemment. La loi de bioéthique. Monsieur Jean-François Eliaou, député LREM. Mardi 25 septembre, le comité consultatif national d'éthique a remis l'avis 129, qui est sa contribution à la révision de la loi de bioéthique. Cet avis reprend, entre autres, les sujets examinés lors des États généraux de la bioéthique pour lesquels les Français ont montré un intérêt tout particulier que je salue. Jean-François Eliaou, il est secrétaire de la mission d'information sur cette question-là précisément. À l'impact des progrès de la médecine et de la science sur le vivant. Cet avis du CCNE est riche de nombreuses orientations. Outre l'assistance médicale à la procréation, les examens génétiques, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, le don d'organes, mais également les neurosciences et l'interaction entre l'intelligence artificielle et la santé sont des sujets essentiels de la réflexion de bioéthique que nous aurons à traiter. Cet avis, au même titre que le rapport produit par le Conseil d'État, constitue une base de travail incontournable pour le gouvernement et le Parlement en amont de l'élaboration du projet de loi de révision de la bioéthique. Il sera également opportun de fixer les conditions de l'évaluation et du réexamen de cette future loi en intégrant une participation active de nos concitoyens. S'ajouteront à ces études les conclusions des travaux parlementaires de la mission d'information ainsi que le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui sera délivré le 18 octobre prochain. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, quelles conclusions portez-vous à l'issue de ces différentes contributions, notamment en termes de calendrier de la révision de loi de bioéthique? Je vous remercie. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu sur la question de la bioéthique et est-ce que vous allez écouter ce qu'on va mettre dans le rapport que la mission d'information dont je suis secrétaire? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous l'avez rappelé, la préparation, le débat sur la révision de la loi bioéthique est engagé depuis le début de l'année 2018, conformément à une procédure et une méthode qui est propre à notre pays. Cette méthode qui consiste à un intervalle régulier fixé par la loi elle-même à s'interroger, à permettre aux législateurs d'indiquer quelles doivent être les règles qui s'appliquent sur des sujets qui sont d'une complexité scientifique, politique, philosophique, absolument redoutable. Cette révision, cet exercice attendu a été engagé dès le début de l'année 2018 et a permis à des instances consultatives reconnues de réfléchir et d'associer des philosophes, des intellectuels, des juristes, des médecins, des chercheurs, des scientifiques, et à offrir aux parlementaires que vous êtes, aux citoyens qui, pour certains d'entre eux, se passionnent sur ces débats, un corpus intellectuel d'une très grande richesse. Et permettez-moi, monsieur le député, de saluer tous ceux qui, en amont du débat parlementaire, ont participé à ces travaux et nous ont permis d'aborder ces sujets, encore une fois, redoutablement complexes, de façon probablement plus éclairée que ça ne serait le cas sinon. Dans la série de questions qui nous seront posées,
La question, c'est surtout celle du calendrier, hein, pour rappel. Qui sont déjà très fortement évoquées dans le débat public. Je pense évidemment à la question de la PMA. Il y en a d'autres PMA, c'est procréation qui sont médicalement assistée. moins présentes dans le débat public et qui n'en sont pas pour autant moins complexes. Au contraire. Je veux par exemple évoquer les enjeux liés à la procréation et notamment à l'autoconservation ovocytaire. Je veux évoquer aussi les questions d'accès aux origines, avec la question de la levée de l'anonymat des donneurs. Je veux mentionner aussi, vous les avez évoquées, toutes les questions relatives à la recherche et au diagnostic génétique. Ces questions complexes sont rendues encore plus complexes par l'évolution et par la rapidité de l'évolution à la fois de la science, de la technique et aussi de nos sociétés. Le législateur, et ce sera un redoutable honneur, le législateur devra prendre position sur ces questions. Et je n'ai aucun doute, monsieur le député, qu'il y aura sur ces sujets... Oui, donc c'est des questions extrêmement complexes, hein, et notamment comme c'est des questions qui portent sur ils traduisent la structure familiale. Nul doute que quand le débat sera engagé sur des questions de bioéthique, il y aura de fortes oppositions entre la droite et la gauche. Et ce sera intéressant de voir d'ailleurs où se situe En Marche sur ces questions-là. Hein. Sur la forme. Parce qu'en la matière, elle est essentielle. Nous savons tous que certains textes qui venaient frapper ou venaient concerner des sujets de ce type de complexité ont pu être parfois préparés dans une forme qui permettait un débat qui exprimait des divergences, mais le mieux éclairé possible. Et nous savons aussi que certains débats étonnamment, il n'y a pas des affrontements d'une très grande brutalité. Il n'a pas évoqué la question de la fin de vie, par exemple. J'ai la conviction, monsieur le député, que nous ne une question pouvons qui pas va diviser l'Assemblée nationale la nuit. rechercher pas douter. Mais nous pouvons rechercher et nous devons rechercher le débat le plus intelligent possible, au sens où nous pouvons, je crois, écouter, respecter les opinions des autres, où nous pouvons, je crois, nous enrichir mutuellement des remarques qui seront formulées pendant un débat que j'espère le plus sérieux possible. Et je n'ai aucun doute qu'il le sera. En ce moment, monsieur le député, je l'ai évoqué avec le président de l'Assemblée nationale, je l'ai évoqué aussi avec le président du Sénat. Richard Ferrand et Gérard Larcher. J'essaie d'imaginer ce qui pourrait être fait pour que le débat parlementaire, le débat public, soit à la hauteur des enjeux que vous allez devoir trancher. Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la garde des Sceaux, qui sont toutes les trois concernées par ce texte, travaillent avec moi pour essayer de faire en sorte que nous puissions aborder ces problèmes en ne niant rien de nos divergences, mais en essayant de faire honneur au débat public. C'est marrant parce qu'on sent une certaine peur que se reproduise ce qui s'est passé pendant la loi Taubira qui autorisait le mariage homosexuel. Deux présidents des chambres là, Édouard Philippe dit, je vous remercie. Entre les lignes, il dit j'espère que ça ne dérapera pas autant que sur ces questions compliquées et qui divisent, ça ne dérapera pas autant que ça a pu déraper à l'occasion de la loi Taubira. On écoute Gisèle Biémoret pour une question sur l'immigration et l'Aquarius. Macron, ONU, 25 septembre 2018. Monsieur le Premier ministre, nous l'avions dit en juin, ce n'était que le début. La lente agonie des valeurs humanistes continue à s'incarner dans un nom, l'Aquarius, miroir de nos reniements et symbole de la vraie bataille européenne qui se joue entre progressistes et populistes. Dernier bâtiment humanitaire en Méditerranée, ce navire s'est vu retirer son pavillon panaméen sous la pression du gouvernement italien. Il est donc, au cas où vous auriez raté l'info, le gouvernement a dit hier, je crois, que l'Aquarius ne serait pas accueilli par Marseille pour l'instant et que la France ne fournirait pas de pavillon à l'Aquarius, qui n'en aura plus dès qu'il aura accosté dans un port. Cimetière des oubliés dans lequel il enterre les corps rejetés par la mer. C'est ce fardeau qu'il est venu présenter en avril dernier au Parlement de Strasbourg pour tenter d'éveiller les consciences des parlementaires de 511 millions d'Européens repliés derrière leur peur.
Il n'a toujours pas accosté depuis tout ce temps. Je crois pas. En tout cas, hier, c'était pas le cas. Il arrive sur la côte de Malte. Il va accoster à proximité du port de Malte. Okay. C'est juste décalé de 2 jours parce qu'ils ont des problèmes de climat. Les bons sentiments ne sont pas une faiblesse. J'ai vu qu'il y avait un autre bateau dans le même genre sur lequel il y avait eu un mort parce que le Maroc avait tiré sur le bateau. Il est dans notre pays plus de voix que vous ne croyez, émus par le sort de ces naufragés, ayant honte de la situation faite à l'Aquarius, qui a besoin de la mise en place d'un dispositif de sauvetage permanent, d'une liste de ports de destination et d'un nouveau pavillon. L'Aquarius est une aiguille petite, perdue au beau milieu de la Méditerranée. Elle ne cesse d'aiguillonner nos consciences, habitées par la ténacité de ceux qui mènent un juste combat. Monsieur le Premier ministre, à quand la création d'une agence européenne du droit d'asile? À quand la fin des accords de Dublin? Merci. Alors, 2 questions très techniques sur une agence de protection du droit d'asile et le règlement de Dublin. Monsieur le Président, que je ne peux pas expliquer en une seconde comme ça. Madame la députée Biémouret, sur l'Aquarius, le règlement de Dublin, en gros, c'est un texte qui dit que c'est les pays d'accueil qui doivent prendre quasiment toute la charge humaine. Ils vont pouvoir débarquer dans quelques heures de la migration. À Malte. La France accueillera 18 d'entre eux. Depuis le début de l'été, la France a toujours pris sa part d'humanité pour accueillir une partie importante des réfugiés, des bateaux qui se sont présentés en Méditerranée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'été? Un pays, l'Italie, a choisi de fermer ses ports, a choisi de fermer les yeux à la détresse humanitaire. Il faut noter que Gisèle Biémouret est vice-présidente du groupe d'amitié avec l'Italie. C'est pas anodin de mentionner ce sujet. A remplacé le droit international en Méditerranée. Et depuis le début de l'été, le président de la République, avec les chefs d'État et de gouvernement des États européens progressistes, ont choisi de remplir leur devoir d'humanité en faisant en sorte que ces réfugiés soient accueillis en France, en Allemagne, en Espagne. Qu'est-ce que ça leur aurait fait d'accueillir 50 pélos à un moment? C'est vrai que 50 personnes, enfin 48 personnes, ou 58, je ne sais plus, sur 66 millions de Français, c'est pas grand-chose. Pour quelques centaines de naufragés. Mais c'est évidemment des enjeux très politiques. Évidemment. Il y a 10 fois moins d'arrivées vers l'Italie qu'en 2017. Nous devons trouver une solution pérenne. Nous l'avons proposée au Conseil européen de juin. La seule solution, elle est européenne, équilibrée, efficace, humaine. Il n'y a pas d'égoïsmes nationaux qui peuvent résoudre le défi migratoire. Il n'y a qu'une coopération européenne renforcée. Nous y prenons notre part. Une question très pertinente de Gisèle Biémouret sur l'immigration. Elle est très investie sur ce sujet. Elle est coprésidente du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri. La question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Très intéressée par l'immigration. Plus que jamais, la réforme et une réponse du gouvernement qui consiste à dire on a pris nos responsabilités. Oui, notre système social est précieux. Oui, il nous faut le préserver. Et le préserver, c'est accepter de le réformer. La situation est urgente et le constat est sans appel. La réforme de l'assurance chômage. Sans être une démarche uniquement budgétaire. Il est toutefois bon dont on a parlé dans la matinale. Que le déficit actuel de l'UNEDIC s'élève à 38 milliards d'euros. L'UNEDIC, c'est l'organisme qui s'occupe de l'assurance chômage. La précarité des demandeurs d'emploi, c'est aussi la précarité du système. À ceci, il faut souligner un autre paradoxe. Alors que nous connaissons depuis plusieurs décennies un chômage de masse, nous avons en parallèle plus de 200 000 offres d'emploi. Donation de 5 € de Zorro, merci beaucoup. Pour laquelle nous avons décidé bonne journée à toi aussi. D'investir massivement dans les ressources humaines via le plan d'investissement dans les compétences, mais aussi de répondre au chômage des jeunes en développant de manière significative l'apprentissage. Le progrès social tant attendu par nos concitoyens. Vous l'avez compris, nous voulons que l'assurance chômage puisse continuer d'être un véritable filet de sécurité et en même temps un véritable tremplin vers l'emploi. Aussi, je suis convaincue qu'il nous faut trouver une réponse collective et pour ce faire, la négociation est indispensable. Les partenaires sociaux ont un rôle déterminant à jouer. Non, le paritarisme n'est pas mort, cependant, il faut que chacun prenne ses responsabilités pour parvenir à une solution stable et pérenne. Aussi, compte tenu de ces enjeux, comment envisagez-vous, Madame la Ministre, la réforme de notre système d'assurance chômage? Une réforme qui devra, me semble-t-il, se faire en cohérence avec les précédentes mesures que nous venons de voter à travers la loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel. Je vous remercie. Question très intéressante donc, sur la réforme de l'assurance chômage par Fadila Khattabi, députée En Marche de Côte d'Or, qui est dans son premier mandat. Elle est coprésidente du groupe d'études sur l'insertion économique et civique des jeunes, donc forcément c'est pas anodin qu'elle parle de l'insertion des jeunes. Et on écoute Madame la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Fadila Khattabi. Qui n'a plus de voix. Il n'a plus de voix visiblement. Et dont le ministère est un des perdants des arbitrages budgétaires. Le chômage de masse, soulignons-le. c'est évidemment, sur tous les bancs, une de nos grandes priorités. Et pour cela, ce n'est pas une mesure, c'est un ensemble de rénovation du marché du travail et de stimulation de la croissance. Pour la rénovation du marché du travail, nous avons mis en place ensemble les ordonnances pour le renforcement du dialogue social. Vous avez voté la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le troisième levier, désormais, est la réforme de l'assurance chômage, dont vous avez voté le principe d'accélérer la renégociation de la convention d'assurance chômage dans la même loi Avenir professionnel. Alors pourquoi c'est important? Peut-on accepter aujourd'hui d'avoir non seulement un chômage de masse, mais une accélération de la précarité de l'emploi? Elle a été à la manif ce week-end. Que 87% des embauches soient en CDD ou en intérim, que la moitié de ces CDD soient des jeunes à qui on ne projette Elle n'a pas l'air satisfaite par la réponse, Madame autre Khattabi, que la précarité. Peut-on accepter que 80% des CDD soient de moins d'un mois et même un tiers de moins d'un jour? C'est-à-dire qu'on instaure une fausse sécurité qui est vous pouvez rester toute votre vie à l'assurance chômage et de temps en temps, on vous appelle pour quelques heures ou quelques jours de travail. Ce n'est pas le marché du travail que nous souhaitons. Nous souhaitons tous un marché du travail qui permette la dignité, qui permette le retour à l'emploi, qui va inciter le retour à l'emploi, qui va permettre aussi une gestion responsable des ressources humaines et par effet de conséquence, qui diminuera la précarité du système de lui-même, car 8 milliards d'euros sont consacrés, sont le poids du déficit d'assurance chômage lié à cet excès des contrats courts qui précarisent nos concitoyens et à la fin précarisent notre économie. C'est pourquoi nous faisons le pari de la négociation et que nous attendons la réponse des partenaires sociaux. Donc la ministre dit qu'elle va écouter les partenaires sociaux, mais il faut rappeler quand même que la ligne du gouvernement, c'est qu'il faut responsabiliser les chômeurs et leur donner des incitations à se retourner sur le marché du travail, ce qui est évidemment il y a 10 si jours, le président de la Question d'Adrien République Quatennens, France invitait Insoumise. 6 millions de chômeurs à traverser la rue pour trouver un emploi. Vous-même avez abondé en ce sens en déclarant « Il n'y a pas un secteur de l'activité économique où on ne dit pas on veut recruter, mais on n'y arrive pas ». À vous entendre, c'est très probablement une question sur la loi Pacte. Les premiers responsables les membres de la commission sur la loi. C'est peut-être habile pour vous exonérer de vos responsabilités, mais c'est absolument faux beaucoup et sur vous le sujet. savez. Pour 2017, seuls 7,5% des établissements qui ont essayé de recruter n'y sont pas parvenus. On peut estimer à 300 000 le nombre d'offres d'emploi non pourvues et il en faut souvent plusieurs à un seul chômeur pour pouvoir travailler toute l'année. Cela fait un emploi pour 20 demandeurs, 1 pour 40 en équivalent temps plein. Cette réalité, la formation n'y peut rien. Le chômage n'est donc pas un problème de volonté individuelle, mais bien un problème de déficit d'emploi au niveau national. Avec toujours moins de moyens humains, Pôle emploi est aujourd'hui davantage le lieu où l'on vérifie que la recherche... Effectivement, Pôle emploi, il y a beaucoup de suppressions de postes qui sont prévues dans le projet de loi de finances. À croire qu'il suffirait de lever quelques règles et blocages sur le dos des salariés et de faire des cadeaux aux entreprises pour que la machine reparte. Mais il ne s'est jamais vérifié qu'une telle politique remplisse les carnets de commandes. Ils sont pour nous la solution de l'équation. La planification le genre de politique dont tu parles, c'est des politiques de relance par l'offre, donc de soutien aux entreprises. En fait. La diminution du temps de travail est une solution efficace, mais vous lui préférez la double ration de CICE. Les plus grands réfractaires, finalement, au changement... CICE, pour rappel, c'est les aides aux entreprises. Alors, monsieur le Premier ministre, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous avertir le jour où vous aurez compris qu'il faut s'attaquer au chômage et non pas aux chômeurs? Donc, question très pertinente d'Adrien Quatennens qui souligne que ce n'est pas un problème d'offre d'emploi, mais bien un problème de... Non, pardon, je reformule parce que Monsieur le Président, mesdames et messieurs des économistes, députés, mais que Monsieur le député Adrien, traverser la rue, grosso modo, suffit pas pour trouver des emplois. Il n'y a pas assez d'emplois dans le pays. Et clairement, il y a une différence de vue entre Muriel Pénicaud et Adrien Quatennens sur le sujet. Nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de facilité au chômage de masse dans notre pays. 9,1% de taux de chômage dans un pays comme la France, oui, nous pouvons le combattre.
Et pour cela, il y a plusieurs leviers. La première, c'est de constater la réalité. Vous avez parlé de 300 000 emplois à pourvoir, c'est au moins cela. Nous ne savons pas le chiffre exact, mais nous savons que les offres d'emploi, les propositions d'emploi ont augmenté de 18% chez Pôle emploi cette année. Nous savons que rien que le seul secteur numérique cherche oui, mais ça va être compliqué de réussir à matcher demandeurs d'emploi et emplois disponibles. Il y en a des centaines. Quand on supprime le nombre Et la question, c'est quel est le moyen fonctionnaires qui bossent chez Pôle emploi. En l'occurrence, c'est 800 postes en moins. Cette croissance pour avoir une croissance riche en emploi et inclusive. Le premier sujet, c'est la connaissance des métiers et des opportunités. J'étais le jeudi dernier dans une agence Pôle emploi dans le 20e arrondissement et on cherchait des référents web pour les PME. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent autour de la table ce que c'est. C'est le couteau suisse du numérique dans une PME. On cherchait à tout niveau de qualification des personnes pour la cybersécurité, pour l'hôtellerie-restauration, pour la distribution. Et c'est comme ça dans toutes les agences de Pôle emploi. Et c'est le premier sujet, c'est connaître ces opportunités. Le deuxième, c'est la formation, la formation, la formation. La réforme de l'apprentissage, la réforme de la formation professionnelle, le plan d'investissement compétences sont éléments clés, car on cherche essentiellement des personnes à qualification reconnue. La troisième chose, c'est la formation au savoir-être professionnel. Beaucoup d'embauches échouent sur le sujet du savoir-être professionnel. C'est aussi une des priorités du plan d'investissement en compétences. Enfin, il faut permettre aux plus vulnérables d'accéder, c'est la priorité de mon budget, c'est toutes les mesures en termes d'insertion, d'emploi inclusif pour permettre aux plus vulnérables d'accéder au marché du travail. Donc la réponse de Muriel Pénicaud au ministre du Travail, c'est de dire que il faut mieux former tout le monde et c'est en ligne avec ce qu'a répondu Emmanuel Macron à la jeune horticulteur qui lui demandait comment trouver un travail. Il lui répondait en gros, il faut chercher dans une autre branche. Monsieur le Premier ministre. Xavier Breton, républicain, pour une question probable sur la GPA. Le national des sapeurs-pompiers se tient à partir d'aujourd'hui dans le département de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. A priori sur le budget. Ce congrès est l'occasion de rappeler notre soutien unanime à tous les sapeurs-pompiers de France à l'heure où les agressions se multiplient contre eux lors de leurs interventions. Ce congrès doit aussi être l'occasion de réaffirmer notre attachement à notre modèle de sécurité civile et notamment à l'importance du volontariat. Pour relancer le volontariat, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers a présenté 43 propositions qui visent, par exemple, à mieux concilier l'engagement du pompier volontaire avec sa vie professionnelle ou à développer la filière des JSP, des jeunes sapeurs-pompiers, notamment avec le projet de service national universel. Mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, je voudrais relayer l'inquiétude des sapeurs-pompiers face à la menace qui pèse sur le statut de sapeur-pompier volontaire. En effet, une directive européenne sur le temps de travail, si elle devait être appliquée dans notre pays, pourrait réduire considérablement la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et donc diminuer d'autant le niveau de sécurité des populations. Les pompiers, et plus généralement nos concitoyens, veulent savoir si le gouvernement va faire résolument le choix du volontariat. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin prendre une initiative auprès de l'Union européenne pour exempter les sapeurs-pompiers volontaires de toute application de la directive européenne sur le temps de travail? Il en va de la pérennité de notre modèle de sécurité civile, bien au-delà des clivages partisans. Je vous remercie. Rappelons que les directives européennes, elles sont d'application obligatoire par les pays membres de l'Union européenne, avec un temps pour adapter la législation. Donc, on va voir ce que va répondre Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, on écoute la Jacqueline réponse, Gouraud, Madame la Ministre. Ah, pardon. Qui est ministre près du ministre de l'Intérieur. Ah, pardon, j'ai entendu de l'Intérieur, du coup j'ai cru que c'était Gérard Collomb. Monsieur le député Xavier Breton, je vous remercie de votre question et je m'associe bien volontiers aux paroles que vous avez prononcées pour vous offusquer des violences contre les sapeurs-pompiers. Elles sont inadmissibles et c'est donc à la République de répondre fermement et de défendre ceux qui, chaque jour, risquent leur vie pour sauver la vie des autres. Vous évoquez la directive de 2003 sur le temps de travail. Gérard Collomb a déjà répondu à une question d'un de vos collègues sénateurs hier. Il faut faire évoluer effectivement cette directive européenne sur le temps de travail, comme nous faisons évoluer, comme nous l'avons fait dans d'autres domaines.
il ne faut pas que notre ressource de sapeurs-pompiers volontaires puisse être mise à mal, d'autant que, je le rappelle, les sapeurs-pompiers volontaires représentent aujourd'hui 66% des interventions quotidiennes dans notre pays. Ce modèle, nous le soutenons, nous le défendrons jusqu'au bout. Il constitue la clé de voûte de notre système de pompiers en France, dont beaucoup de gens sont fiers et que beaucoup d'autres pays nous envient. La preuve, cet été, nous avons aidé, comme vous le savez, la Suède. On avait l'habitude de parler de solidarité européenne autour du bassin de la Méditerranée. Mais le réchauffement climatique et la sécheresse a fait que la Suède a subi de très graves incendies. Et les sapeurs-pompiers volontaires que vous soutenez, que vous pouvez donc écouter ce que je dis, ont été aidés la Suède. Merci Madame la ministre. Je ne sais pas si la réponse était très claire de la part de la ministre. Donc on écoute Sarah El Haïry qui est du MoDem et qui est membre de la commission des finances, très active à l'Assemblée nationale. C'est son premier mandat et c'est sans doute une question sur le budget, j'imagine. Ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, le budget que vous avez présenté lundi est un budget solide et sincère. Et le groupe MoDem et apparentés veut saluer la détermination à poursuivre les réformes que nous avons engagées dès 2017. Au-delà des moyens que vous renforcez pour la sécurité de nos concitoyens, l'éducation pour tous, la justice, la priorité des Français, vous le savez très bien, c'est bien le pouvoir d'achat. Nous souhaitons évidemment et nous saluons la baisse des impôts des ménages de 6 milliards d'euros, principalement due à la suppression de la taxe d'habitation et à la baisse des cotisations. Vous nous avez entendus sur la nécessité de réévaluer le seuil d'application de la hausse de la CSG, parce que dès l'année dernière, nous avions alerté, alors nous le saluons. Nous souhaitons, et vous le savez, que les impôts des classes moyennes, les impôts des familles soient baissés. Et nous savons que le temps viendra, mais pour cela, il faut que nos finances publiques puissent être assainies. Et vous savez ô combien ce point est essentiel pour ma famille politique, au mouvement démocrate. Cependant, s'agissant du pouvoir d'achat, les mesures fiscales de la loi de finances ne jouent qu'un rôle marginal. La vraie réforme du pouvoir d'achat, monsieur le ministre, est celle du marché du travail, celle qui permet à tous d'avoir un emploi, des revenus décents. Alors, c'est normal que nous saluions les travaux de la loi Pacte ou encore la réforme professionnelle, qui vont dans le bon sens. La vraie réforme du pouvoir d'achat, ce sont aussi les réformes qui baissent la dépense publique, par la réforme de l'État, celle qui permet d'avoir une meilleure redistribution. Ainsi, ma question, monsieur le ministre, est très simple. Quelle est la trajectoire des réformes qui permettent d'augmenter structurellement et durablement le pouvoir d'achat? Monsieur le ministre, que pouvez-vous annoncer aux Français? Et quelle stratégie allez-vous mener pour que ces conduites soient faites dans les meilleurs délais? Je vous remercie. Merci. Sarah El Haïry qui demande au gouvernement de l'économie et des finances de dessiner le plan des réformes à venir pour Mesdames et messieurs les députés, améliorer le pouvoir d'achat, El Haïry, je vais vous donner ma conviction. en tout cas dans la conception de Sarah El Haïry. Le pouvoir d'achat, c'est le travail. Et c'est en donnant plus de travail aux Français et en rémunérant mieux le travail que nous arriverons à redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des Français et à l'ensemble des ménages français. Je recommande à tous ceux qui n'auraient pas fait de lire avec attention le rapport qu'a fait l'INSEE sur la pauvreté en France, sujet dont le président de la République s'est saisi il y a quelques semaines. Qu'est-ce que montre ce rapport? Vous avez 14% de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais vous avez 37,8% de chômeurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le vrai scandale, Madame El Haïry, il est là. Il n'y a pas assez de Français qui ont accès au travail et le travail n'est pas suffisamment rémunéré dans notre pays. Nous nous battons pour cela. Nous sommes la majorité du travail. Nous sommes la majorité de l'emploi et c'est notre fierté. Vous nous dites qu'il faut baisser les impôts. C'est ce que nous faisons. Mais pour les baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. Et pour baisser la dépense publique, il faut avoir le courage de prendre un certain nombre de décisions qu'avec le Premier ministre, avec le Président de la République, nous avons annoncées depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Oui, nous avons le courage de réduire les emplois aidés, qui sont des impasses pour beaucoup de Français, pour les remplacer par des emplois dans le secteur marchand. Oui, nous avons le courage de transformer les chambres de commerce et d'industrie pour qu'elles ne se rémunèrent plus avec une taxe, mais avec des prestations qui sont financées par les entreprises.
Oui, nous avons le courage, avec Muriel Pénicaud, d'engager la réforme de l'indemnisation du chômage, parce que chacun sait bien que l'indemnisation du chômage doit être réformée pour inciter davantage tous les Français à retourner à l'emploi. Le travail, le travail, le travail, voilà la philosophie de notre majorité et voilà ce que nous voulons pour les Français. Donc la réponse de Bruno Le Maire, c'est on va pas aider les Français, mais on va Merci, Monsieur le Président. leur donner les moyens de trouver du travail. La question s'adresse à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Madame la Le Ministre, travail rend libre. il y a 4 ans, jour pour jour, nous nous réjouissions de l'obligation de mise en accessibilité des établissements accueillant du public. Mais qu'en est-il de l'accessibilité des logements? La loi Elan, qui a animé nos débats cette année, a permis des avancées comme le logement partagé, le logement inclusif et le logement éducatif. Cependant, la mise en accessibilité des logements n'est pas tout à fait au rendez-vous. Aujourd'hui, en 2018, pour une personne handicapée, accéder à un logement ressemble parfois au parcours du combattant. Et quand elle parvient à l'obtenir, ce logement est bien souvent situé en rez-de-chaussée, peu lumineux et offrant moins de tranquillité. Donc Annaïg Le Meur, elle est primo-députée, elle est masseuse-kinésithérapeute, elle est députée du Finistère à 45 ans, et il faut noter qu'elle appartient au groupe d'études Autisme, Handicap, Inclusion et Santé à l'école. Elle ne concerne pas uniquement les personnes handicapées, elle concerne chacun d'entre nous, en particulier nos aînés qui font le choix de vieillir chez eux. Or, dans de nombreuses villes moyennes et petites villes, nous avons trop peu d'immeubles pourvus d'ascenseurs, ce qui mène les résidents dépendants à quitter leur logement pour des EHPAD ou des immeubles équipés. Chacun doit pourtant avoir le droit de rester vivre où il le souhaite, à Quimper, à Lopérec, à Tourcoing ou à Paris. Notre réglementation ne semble plus adaptée, Quimper et Lopérec, c'est chez elle, par rapport à nos députée du voisins Finistère. européens. Aussi, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous détailler les mesures que vous comptez prendre pour garantir l'accessibilité de nos logements? Je vous remercie. Merci, Madame Le Maire. La loi Elan n'est pas satisfaisante pour l'accès au logement des handicapés. Secrétaire d'État chargé des Qu'est-ce qu'on va faire de mieux, Madame Sophie Cluzel? Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Merci pour votre question qui me permet d'abord de saluer votre engagement et celui de Madame la députée Christelle Dubos. Permettez-moi de revenir avec vous sur l'ambition collective du gouvernement en faveur du logement, celle de construire plus, mieux et moins cher. Je voudrais m'arrêter sur ce construire mieux, auquel je crois profondément et pour lequel j'ai travaillé étroitement avec tous mes collègues tout au long de la préparation de ce projet. Construire mieux, c'est anticiper que nos besoins puissent évoluer avec l'âge ou la perte d'autonomie et permettre que le logement s'adapte à ses habitants dans toute leur diversité plutôt que l'inverse. Construire mieux, c'est proposer un cadre favorable au lien social, à l'instar de l'habitat intergénérationnel que j'ai eu le plaisir de visiter ce matin avec le Premier ministre et Julien Denormandie. Un projet construit dans un partenariat entre bailleurs sociaux, élus locaux, associations, qui favorise ce vivre ensemble dans une logique de conception universelle. Le Premier ministre a fait en ce sens une annonce forte ce matin. Les immeubles neufs devront être équipés d'un ascenseur s'ils font au moins 3 étages, alors que la norme est de 4 aujourd'hui. C'est une avancée majeure qui nous permet de rejoindre enfin un standard d'accessibilité retenu par une majorité de nos voisins européens. Nous étions parmi les derniers à avoir une réglementation aussi en retard par rapport à l'accessibilité. L'ascenseur est pour la vie réelle ce que le Wi-Fi est à la vie virtuelle, un élément de modernité et d'accessibilité universelle. Mais il n'y aura pas de Wi-Fi au 2e étage. Pas seulement pour les 850 000 personnes à mobilité Quel mauvais réduite, esprit. mais pour les plus de 7 millions de personnes de gratos. plus de 75 ans qui peuvent être confrontées à la perte d'autonomie alors qu'elles aspirent à rester chez soi. L'annonce du Premier ministre a été saluée unanimement par l'ensemble des associations, membres de l'Observatoire de l'habitat inclusif que je réunissais ce matin, en particulier l'APF France Handicap, dont c'était un combat de très longue date. Ces annonces sont le fruit d'un travail incessant pour aboutir à un dispositif complet, emblématique de notre méthode. Donc une question sans doute circonstanciée pour rappeler l'annonce de ce matin de Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'associe mon Marie-Georges collègue Buffet, Jean-Paul Lecoq à cette question. Gauche démocrate et républicaine, Monsieur elle le Premier est ministre, membre du Parti samedi communiste dernier français, se déroulait la Journée internationale de la paix, dont elle a été secrétaire par d'ailleurs l'ONU pendant très longtemps. afin de promouvoir partout la paix. Dans le monde entier, des femmes et des hommes se sont mobilisés pour la culture et le droit humain à la paix. En France, de nombreuses initiatives, hélas peu relayées dans les médias, se sont déroulées à l'initiative du Mouvement de la paix et de Mères pour la paix. Dans le même temps, la parole de la France dans le concert des nations s'essouffle.
et sa politique diplomatique extérieure, hors intervention militaire, s'affaiblit. Les oppositions de doctrine apparues hier lors de l'Assemblée générale de l'ONU doivent renforcer notre conviction que face aux différents impérialistes et nationalistes exacerbés, en particulier états-uniens, la France doit s'imposer comme la nation de la coopération, capable de s'adresser à tous les pays, mais sans compromission. Pourtant, au-delà du discours, la France continue de vendre des armes à des régimes ne respectant pas les droits sur la vente d'armes. tout en poursuivant le démantèlement des effectifs diplomatiques à l'étranger. Ces 30 dernières années, ils ont diminué de 53% et d'ici la fin du quinquennat, vous prévoyez une nouvelle diminution de 10%. Dans le même temps, les crédits dédiés à l'armement, en particulier nucléaire, augmentent. Cette logique imposée par l'OTAN et contraire à la promotion de la paix doit s'inverser. D'ailleurs, 72% des Français, dans un récent sondage, sont favorables au désarmement nucléaire. Aussi, Monsieur le Premier ministre, allez-vous revenir sur la baisse des effectifs de la diplomatie extérieure afin que la France soit à la hauteur de l'ambition exprimée à l'ONU? Je vous remercie. Donc, Monsieur le Premier ministre, Merci, plus de budget pour vendre des armes et moins de budget pour la diplomatie française. Est-ce que vous allez revenir là-dessus? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Georges Buffet. Cette semaine s'ouvre l'Assemblée générale des Nations unies et c'est l'occasion de se pencher sur l'état de la paix dans le monde. Alors que constate-t-on? Des progrès entre l'Érythrée et l'Éthiopie, la fin d'un conflit meurtrier. Dans les Balkans, un dialogue courageux entre la Serbie et le Kosovo. Et en Asie, un réchauffement entre les deux Corées après ce qui avait pu faire craindre un embrasement militaire il y a encore peu de temps. Mais l'état de la paix dans le monde n'est pas que ce bilan relativement positif. Vous l'avez vous-même mentionné, la tragédie syrienne se poursuit depuis 2011. Le processus de paix au Proche-Orient fait du surplace. Au Yémen, la population est face à une crise politique, militaire, humanitaire de grande ampleur. Alors face à cet état du monde, que devons-nous faire? Nous résigner? Regarder le monde tel qu'il est en spectateur? Certainement pas. En Syrie, en Libye, en Ukraine, la France propose et la France agit. Accepter la loi du plus fort, comme certains voudraient nous y inciter, pas davantage. Ce à quoi nous croyons, c'est à la force de la loi, à un multilatéralisme ambitieux, rénové, dont notre monde n'a jamais eu autant besoin. Nous sommes en 2018, souvenons-nous de ce qu'a été notre continent dans l'histoire et voyons ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un siècle se terminait la Première Guerre mondiale. Depuis 70 ans, l'Europe a connu la paix, la période la plus longue de la paix de son histoire. En novembre de cette année, la France va accueillir le Forum de Paris sur la paix, qui va rassembler des milliers de représentants de la société civile aux côtés des chefs d'État et des représentants des organisations internationales. Peut-être présent. 120 projets pour la paix dans le monde vont être présentés. Plus que jamais, la France est active pour défendre la paix dans le monde. Pas vraiment de réponse de Madame Nathalie Loiseau Monsieur Olivier sur Merci, la Monsieur le diminution Président. des budgets Madame la secrétaire d'État, chers dédiés collègues. à la construction d'armes Hier, à l'occasion de la et journée la diminution du nationale nombre de en postes hommage de aux la diplomatie. l'État français a reconnu une nouvelle fois la responsabilité de la France. C'était un engagement du président de la République et c'est un engagement que nous avons tenu. Alors que beaucoup dans cette Assemblée, ni le président de la République, ni moi d'ailleurs, n'étions nés au moment des faits. Nous avons travaillé en commission avec le préfet Sceaux durant des mois pour trouver une solution à cette anomalie. En concertation avec de nombreuses associations harkis, nous sommes enfin arrivés à reconnaître l'histoire de notre pays envers ses ressortissants français. Vous avez présenté, Madame la secrétaire d'État, de nouvelles mesures en faveur de nos concitoyens d'origine harki, notamment par la valorisation et la protection des lieux de mémoire, le recueil de mémoire élargi aux femmes et aux enfants. Ces mesures symboliques peuvent paraître dérisoires aux yeux de certains, les extrémistes opportunistes en tout genre, se nourrissant de haine et de misère humaine. Il est cependant important de rappeler ici qu'il s'agit d'abord de vies humaines, brisées, pour des femmes et des hommes qui se sont engagés volontairement pour notre pays et qui n'ont pas été justement récompensés. Des familles entières ont été traitées sans aucune humanité. Des enfants ont vécu dans des conditions sordides, inhumaines, ont vécu tout petits des séparations forcées, la vie dans des camps cernés de barbelés. Notre devoir de mémoire est maintenant de permettre aux nouvelles générations et aux anciennes de connaître ces heures sombres de notre pays.
Madame la secrétaire d'État, les réparations engagées sont aussi matérielles. Député d'une circonscription fortement empreinte de l'histoire harkie, je sais des familles en grande difficulté, faisant face à des situations extrêmes et qui attendent légitimement des réparations financières. Pouvez-vous détailler le dispositif de solidarité nationale, les montants engagés pour les harkis, leurs enfants ainsi que pour leurs veuves? Je vous remercie. Donc question compliquée d'Olivier Damézin, c'est un ancien sportif, il est député du Lot-et-Garonne, il a 52 ans. Question sur le traitement qui est fait aux anciens harkis. Les harkis, pour rappel, c'est des Algériens qui, pendant la guerre d'Algérie, ont servi du côté de l'armée française. Comme vous l'avez indiqué, et que la France avait promis d'accueillir. De présider la cérémonie nationale en hommage aux harkis et autres combattants supplétifs. Cérémonie à laquelle M. Damézin était présent. Pour la France. J'ai pu y rappeler que la France avait manqué à son devoir et à ses obligations envers ses enfants qu'elle n'a pas su protéger, qu'elle n'a pas su accueillir dans des conditions qu'ils méritaient. Et j'y ai également présenté, vous l'avez dit, les mesures qui font suite au groupe de travail auquel vous avez fait allusion. Ces mesures proposées par le gouvernement ont 3 volets. Améliorer la reconnaissance d'abord, et c'est une promotion spéciale de distinction honorifique, par exemple, qui a été actée et pour lesquelles un décret est paru vendredi dernier, pour 37 anciens harkis et enfants d'anciens harkis, dont 8 femmes, et c'est quelque chose que je tiens à souligner. Et de nombreuses actions, bien sûr, vont être lancées sur le plan de la reconnaissance et notamment sur le plan mémoriel. Bien sûr, le deuxième axe, c'est compléter la réparation en faveur des anciens combattants harkis, et c'est ainsi que nous avons décidé d'augmenter de 400 € leur allocation de reconnaissance et leur allocation viagère pour les anciens combattants et leurs veuves. Et le troisième axe est de créer un fonds de solidarité, ce qui est quelque chose d'inédit et d'unique pour l'instant, à l'attention des enfants de harkis qui ont eu à vivre des situations très difficiles que vous avez décrites. Ce fonds de solidarité, eh bien entendu, sera accessible à ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui ont fait des séjours dans des camps de transit ou des hameaux de forestage, ceux qui ont des conditions de ressources, bien sûr, basses, et une situation familiale difficile. Je compte sur vous tous pour soutenir ces mesures lors du vote du budget 2019. Merci. Merci. Geneviève Darrieusseux qui résume les mesures en faveur des anciens harkis, que rappelons-le, hein, elle l'a rappelé d'ailleurs, que la France avait quand même n'avait pas été à la hauteur, puisqu'on s'est retrouvé à parquer des harkis dans des camps de transit, et j'espère que cela vous arrive, pas spécialement à notre honneur. 50% du prix que vous payez correspond au coût de la main-d'œuvre pour produire ce kilo de tomates. Les maraîchers savent ce que cette main-d'œuvre représente dans leur prix de revient, tout comme les viticulteurs, tout comme les arboriculteurs, les pépiniéristes et bien d'autres professions agricoles. C'est pourquoi la colère grandit devant votre entêtement à vouloir absolument supprimer les exonérations de charges pour les travailleurs saisonniers, autrement appelés TODE. Il en reste combien? Je crois que des harkis, on estime qu'il en reste, avec leurs descendants, il en reconnaissez sur un demi-million, un truc comme ça, je crois. Qui se veut pas certain. De la compétitivité, augmenter le coût du travail, c'est un concept qui interpelle. Ce dispositif d'exonération existe depuis plus de 30 ans. Il est vital pour le monde agricole. Il a été préservé par tous les gouvernements. Il est efficace pour atténuer la concurrence de pays étrangers qui produisent à bas coût. Mais il y a dans cette affaire une inquiétude plus grande encore. Votre incapacité à proposer des compensations crédibles et concrètes alors même que l'échéance est prévue au 1er janvier. Car lorsque vous évoquez des allègements sur les salaires ou la transformation du CICE en baisse des charges, vous êtes totalement déconnecté des réalités du monde agricole et vous ne rassurez personne. Vous ne rassurez pas les exploitants qui n'ont pas de salariés permanents, vous ne rassurez pas ceux qui font peu ou pas de résultats. Ces employeurs-là sont 100% perdants, ce sont les plus modestes et c'est sur leur dos que vous récupérez 144 millions d'euros de cotisations. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question appelle une réponse la plus claire possible. Accepterez-vous enfin de surseoir à votre décision pour débattre avec les agriculteurs de solutions plus justes?
Hervé Solignac, Merci, député monsieur socialiste Solignac. de La la parole est à circonscription de monsieur Privas, Stéphane Travert, donc dans l'Ardèche. Il a ministre de 47 ans, il est membre de la l'Agriculture et de commission des lois et Merci, il Monsieur le Président. défend Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député les conditions financières des maraîchers. Parce que nous sommes attachés à la compétitivité des entreprises, eh bien, nous avons choisi de réformer le CICE en exonération de charges sociales et en améliorant les allègements généraux. Parce que nous sommes attachés à la compétitivité des exploitations, nous avons décidé de porter la compétitivité par le revenu avec le projet de loi issu des EGA. Parce que nous sommes attachés à la compétitivité, nous avons travaillé sur la fiscalité avec Bruno Le Maire en portant un certain nombre de mesures sur notamment l'épargne de précaution et une fiscalité avantageuse pour nos agriculteurs. Ce travail que nous avons conduit, c'est un solde de 60 millions d'euros positifs pour la ferme France. Mais pour autant, je reconnais les inquiétudes que vous pouvez rencontrer sur la suppression du TODE pour les arboriculteurs, les maraîchers, les pépiniéristes et les viticulteurs. Et à la demande du Premier ministre, je travaille un sur ce dispositif sujet. pour et je vois en ce moment les organisations agricoles, je vois en ce moment les filières professionnelles que je recevrai prochainement pour étudier des solutions concrètes, parce que nous avons besoin de les trouver, parce que je sais que sur les travailleurs employeurs de main-d'œuvre, nous avons besoin de trouver des solutions, parce que cela représente des coûts. Ces solutions, nous les trouverons ensemble dans la concertation et dans le dialogue. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu de l'absence de Madame la Ministre de la Santé, ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Vos propositions concernant le projet Santé 2022 ressemblent fortement à des bricolages de fortune. Et ils ne sont pas du tout à la hauteur pour résoudre les urgences récurrentes qu'attendent les Français. Si certains points sont positifs, et nous les acceptons, le groupe LR des Républicains constate surtout rien de réel sur les financements de la protection sociale, sauf une augmentation de 400 millions d'euros pour plaire. Mais pour plaire à qui? C'est une des questions. Rien pour l'hôpital public, en déficit de près d'1 milliard d'euros. La création de 4000 assistants médecins est un piège, parce qu'en subventionnant ces agents qui sont mi-administratifs, mi-infirmiers, vous mettez le pied dans la voie de l'étatisation de la médecine libérale française. Et à quel prix pour l'assurance maladie? Rien. Jean-Pierre Door, vice-président de la Commission des Affaires sociales, député du Loiret et cardiologue. Santé 2022. Il est très concerné par ces questions. Monsieur le Premier ministre, le seul outil du numerus clausus, c'est un leurre. Nous sommes d'accord pour le supprimer, mais vous l'agitez ostensiblement alors qu'il n'aura des effets que dans 12 ans. Qui fait part de ses hésitations sur les annonces du plan santé de la semaine dernière. Pour aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, le plan santé 2022 que vous avez voulu médiatique ne contient aucune solution efficace qui puisse adapter notre système de santé à la dure réalité du terrain d'aujourd'hui. Vous nous promettez un remède de cheval pour endiguer une crise médicale ambulatoire et hospitalière sans précédent. Mais vous proposez aux Français une poignée d'anxiolytiques en espérant un quelconque apaisement. Aussi, la question est simple. Que faites-vous aujourd'hui de manière concrète pour répondre aux urgences du terrain? Merci. Merci, Monsieur Door. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Door, lorsque vous avez rendu les clés de l'assurance maladie en 2012, vous avez siégé 10 ans sur ces bancs, et que vos amis étaient au gouvernement, le trou de la sécurité sociale avec lequel moi j'ai grandi était de 20 milliards d'euros. 20 milliards. L'année prochaine, il n'y aura plus, et je le dis ici à nos parlementaires, il n'y aura plus de trou de la sécurité sociale. Donc la réponse de Benjamin Griveaux, c'est bon, vous considérez qu'on s'occupe pas, l'année prochaine, notre plan santé n'est pas nous ne ferons pas satisfaisant. La responsabilité de nos choix politiques sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur les générations qui viennent. Et nous avons fait des choix dans ce budget qui sont des choix clairs, qui ne sont pas des choix paramétriques, des choix de rabot, des choix même parfois, comme ça a pu être le cas par le passé, légèrement clientélistes.
Nous avons deux convictions. Cadeau. Un, qu'il faut améliorer l'accès aux soins. Et ça passe par le lancement du reste à charge zéro pour les soins optiques, les soins dentaires, les soins auditifs. C'est à la fois, pour le coup, du pouvoir d'achat et de la justice dans l'amélioration de l'accès aux Des choix soins. de Valérie Rabault, j'y pense C'est aussi. l'extension de la CMU. Le reste à charge zéro, c'est le remboursement des frais qu'il a cités, ophtalmologie. Et c'est là le deuxième pilier de ce budget qui sera débattu sur ces bancs. Notre objectif, c'est une meilleure organisation de notre système de soins. Vous évoquiez le numerus clausus. C'est vrai que les effets positifs de sa suppression, ce sera dans 12 ans. Que ne l'avez-vous fait il y a 12 ans? Que ne l'avez-vous fait il y a 12 ans? Jolie réponse, Le système faut de l'admettre. santé s'en porterait mieux. Et il y a dans ce budget des choses structurantes. Les assistants médicaux, Monsieur Dor, ce n'est pas du bidouillage, ce n'est pas la fonctionnalisation de la médecine, c'est du temps médical en plus pour les patients. Merci. Voilà les débats qui occuperont cette Assemblée Merci, dans les jours monsieur qui le viennent. ministre. D'autant plus que je crois qu'ils ne seront pas fonctionnaires, les assistants médicaux. La parole est à monsieur Jean-René crois pas non Cazeneuve. plus. Oui, il me S'il semble vous pas. plaît, on écoute monsieur Cazeneuve. Monsieur Cazeneuve, député du Gers, il a 60 ans. Ma question s'adresse Gers. à Madame la Ministre auprès Gers, du pardon. ministre de l'Intérieur. Espèce de Je Parisien. voudrais Oui, saluer totalement. le projet de budget 2019 Et pour les il est collectivités ancien territoriales cadre, qui directeur s'inscrit dans la général chez continuité Bouygues Télécom. de Question sur le l'action budget. menée dès l'année dernière pour établir une pertinent puisqu'il est relation membre de la de commission des confiance finances, et de hein. responsabilité Donc la première à examiner entre le l'État et projet les de loi de finances qui est collectivités proposé par le territoriales. gouvernement. Symbole de cette nouvelle approche, la Avant même l'Assemblée contractualisation. nationale. Et je voudrais dire à ceux qui peut-être se manifestent maintenant, qui dans l'hémicycle, il y a un an, nous prédisaient que ça ne serait pas constitutionnel, que les collectivités territoriales ne signeraient pas, que l'objectif de 1,2% ne serait pas Il est de la famille à atteignable. Bernard. Je ne pense voudrais pas qu'il leur soit de la dire famille de Bernard Cazeneuve. qu'ils non. se sont trompés. Je laisse vérifier, mais je ne pense pas. Territoire leur a apporté une réponse claire. Près de 3/4 des collectivités ont signé. Ils ont pas la et même les tête. résultats des maîtrises des dépenses sont meilleurs que les objectifs fixés. Donc il est président de la délégation La France des aux territoires collectivités veut territoriales participer à la transformation de en notre charge de la pays et à décentralisation. maîtrise des dépenses publiques et nous les en remercions. Et il souligne Oui, que les le collectivités budget territoriales 2019 permet aux élus locaux ont de l'air regarder d'apprécier le sereinement vers projet de loi de l'avenir finances qui est proposé par le avec gouvernement. le maintien des dotations de fonctionnement, avec le maintien des dotations d'investissement à un niveau record, avec une solidarité accrue de 180 millions vers les territoires ruraux et les villes de banlieue. Et preuve, s'il fallait que l'État prenne sa part de responsabilité, en 2019, pour la première fois depuis très longtemps, ces dépenses vont croître moins vite que celles des collectivités territoriales. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous détailler les mesures du PLF qui vont permettre de réduire les inégalités territoriales qui font, vous le voyez, on l'entend, le lit des extrêmes de tous bords et de ceux qui essaient de leur ressembler. Je vous remercie. Question Merci, courageuse. monsieur Cazeneuve. Madame la ministre, merci La de nous parole résumer est à les Madame mesures Jacqueline Gouraud, qui vont faire plaisir ministre aux auprès du collectivités ministre territoriales. d'État, ministre de l'Intérieur. On écoute Madame Gouraud, s'il vous plaît. Merci, monsieur le député Donc on écoute Cazeneuve. Madame Gouraud comme nous le demande Monsieur Ferrand. Vous avez raison, c'était un budget de rupture par rapport aux années précédentes. Choupa, oui, un peu. Bah, clairement, il s'adressait de la surtout baisse des aux dotations. autres députés, puisque Le budget 2019 continuera à s'appuyer sur ces trois piliers: stabilité des ressources, soutien de l'investissement public local, renforcement de la péréquation. Je voudrais insister sur 3 points. Péréquation en faveur des collectivités les plus fragiles, avec une augmentation de 90 millions d'euros pour la DSU des communes, DSU urbaine, pardon, DSR rurale, bien sûr, 90 millions, et les dotations de péréquation des départements de 10 millions. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, une réforme de la dotation d'intercommunalité inspirée des travaux du Comité des finances locales et visant à la simplification et à l'équité, redonnera de la vigueur aux critères existants, notamment le potentiel financier, et fera intervenir un nouveau critère, le revenu des habitants, et en une seule enveloppe pour l'ensemble des intercommunalités. C'est un renforcement péréquateur de la DGF en faveur des territoires pauvres. Enfin, pour les départements dont nous connaissons la situation difficile, en fonction des AIS qui augmentent et des MNA
qui augmente aussi dans un certain nombre de départements, eh bien, il y aura un Cet fonds exercice de du stabilisation député En Marche au profit qui des départements dont pose la question à la situation ministre En Marche, évidemment, pour la plus résumer tendue. Je vous remercie. les mesures. Merci, Madame donc c'est la la fin de la ministre. séance de La des séance des d'actualité. questions au gouvernement est terminée. Donc cet La exercice, séance il n'est pas est anodin suspendue. parce que les observateurs du projet de loi de finances ont souligné que le ministère de la cohésion des territoires était un des perdants des arbitrages budgétaires qui ont eu lieu. Donc c'est un moyen pour la majorité de dire oui, bon, rassurez-vous, on n'oublie pas les territoires, les collectivités territoriales vont avoir sont concernées par les mesures qui sont mises en place. Rassurez-vous, chers provinciaux. Coucou Sylvain. Voilà, bon, Écoutez, qu'est-ce que moi, vous en avez j'habite en pensé? banlieue. Ça n'a rien à voir. Banlieue qui étymologiquement c'est intéressant, la banlieue c'est la limite entre la ville et la campagne. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance de questions d'actualité au gouvernement? Je suis nouveau, c'est quoi le même choupa? Alors choupa, ça signifie, j'imagine que ça vient de Choupa Choups, qui est donc une marque de sucette, et choupa ça veut dire que c'est une question pas très compliqué, qui est posé par un membre de la majorité à un des ministres du gouvernement qui appartient donc, qui émane aussi de cette majorité, et c'est une question donc qui est pas très compliquée à répondre, parce qu'en gros le contenu de la question est souvent: Monsieur le ministre, ce qu'on a fait est génial jusqu'à maintenant, expliquez, monsieur, madame la ministre, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est génial, expliquez-nous en quoi ce qu'on va faire sera encore mieux. Là où, Ou alors rappelez-nous à quel point ça a été génial tout ce qu'on a fait jusque-là. Exactement. Là où, à l'inverse, souvent les oppositions posent des questions plus épineuses, qui ressemblent grosso modo à bon bah ce que vous avez fait c'est de la merde. Expliquez-nous comment vous allez rectifier le tir. Ça on a pas mal lu ça sur la question de Parcoursup par exemple. Et ce que vous prévoyez de faire, ça me plaît pas, donc expliquez-moi, rassurez-moi, vous allez pas le faire. Les questions de l'opposition ressemblent plus à ça, grosso modo, et me paraissent personnellement plus intéressantes du point de vue du débat politique, parce qu'on est vraiment dans l'opposition d'idées, là où la question d'un député de la majorité à un membre du gouvernement qui est donc aussi de la majorité, souvent c'est deux copains qui se tapent sur le dos, quoi, d'une certaine manière. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette question déçu qu'il n'y ait pas plus de questions sur le pacte, sur la loi pacte, effectivement. Donc pacte, pour rappel, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Pas plus de questions sur la loi pacte, oui, mais on arrive, donc la loi pacte, si je dis pas de bêtises, c'est celle qui va être votée juste après. Est-ce que c'est bien ça? Non, elle est pas en discussion. Non, pardon, c'est la loi de lutte contre la fraude fiscale qui va être votée juste après. Donc la loi pacte fait que on n'est plus trop dans la période, quoi, pour des questions sur la loi pacte. On a eu On est complètement dans l'examen en séance de la loi pacte. Excuse-moi de te contredire. Oui, mais donc ça va arriver dans les séances qui vont suivre, quoi. Mais là, il y avait beaucoup de questions sur le budget, ce qui est très pertinent puisque les annonces pour le budget viennent d'être faites lundi et mardi. Combien on a eu de questions sur le budget? On en a eu 5-6, facile, un truc comme ça. Au moins 5, ouais. Donc évidemment, des questions de la majorité. Présentez-nous les mesures budgétaires que vous prévoyez dans ce projet de loi de finances que vous avez présenté lundi. Une ou deux questions sur le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui est donc assez pertinent. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça botte toujours en touche pour l'Aquarius et la crise migratoire. À coup de on prend notre part, si. Effectivement, donc une question des bancs de gauche, je ne sais plus exactement qui c'était. Non, c'était sur la loi Pacte. L'Aquarius, c'était Gisèle Biémouret. Gisèle Biémouret, effectivement, merci. Question sur l'Aquarius et la gestion des migrants. Effectivement, une réponse assez entendue de la part du gouvernement qui consiste à dire c'est important que les autres pays prennent leur part. Nous, on a pris leur part, on a accueilli 18 personnes parmi les 58 ou 48 personnes de l'Aquarius. 48 ou 58, je sais plus, j'ai un doute. 58. 58, merci. On prend notre part, on en a que 18 sur les 58. Il faut que les pays de l'Est prennent leur part, que le reste des pays européens prennent leur part. Évidemment, c'est aussi dirigé un peu à l'Italie qui a décidé de fermer, de refuser l'accueil de migrants. Et c'est en ligne avec ce qu'a dit Emmanuel Macron
au Conseil des chefs d'État européens, où il dit que c'est important que les autres pays d'Europe prennent leur part dans l'accueil des migrants. Maintenant, il y a aussi la question du règlement de Dublin qui a été évoquée, je crois, par Gisèle Bimoret aussi, donc c'est une question très complexe et je ne sais pas si ça peut se résumer très rapidement ici, mais l'idée du règlement de Dublin, c'est de dire que l'un des effets du règlement de Dublin, qui est essentiel dans la gestion des migrants, c'est que l'effet que ça a, c'est que les migrants se retrouvent beaucoup dans les pays d'accueil. Il y a un truc qui est tombé. Dans les pays d'accueil et ce règlement de Dublin est complètement aveugle à certaines réalités humaines, qui est qu'on ne peut pas déplacer aussi simplement les vagues migratoires comme ça de certains pays qui sont les pays d'accueil à d'autres. Et voilà, enfin, donc sur ces sujets-là, il y a beaucoup de choses à en dire. Il y a déjà des millions de chômeurs, mais il faut débloquer des thunes pour des migrants. Écoute, c'est un point de vue, voilà. Après, il faut aussi souligner que quand même l'acte... Alors bon, du coup, on va parler un peu d'économie parce que c'est un truc qui est important dans tous ces débats-là. Ce que souligne beaucoup l'opposition à gauche notamment, c'est que l'argent de l'État est beaucoup trop mis selon eux dans le soutien aux entreprises, donc ce qu'on appelle faire du soutien à l'offre de biens et services en langage d'économiste, les oppositions plutôt à gauche soulignent que ce genre de politique budgétaire, ça ne crée pas d'emploi en fait, là où à l'inverse les partis plutôt situés sur la droite considèrent que c'est ce qu'il faut faire. Les partis situés sur la gauche considèrent en revanche qu'il faut plutôt aider qu'il faut plutôt soutenir la demande de biens et services, et soutenir la demande de biens et services en langage plus français, plus compréhensible, moins économiste. Ce que ça signifie, c'est soutien à l'offre de biens et services, c'est on va aider les entreprises. Soutien à la demande de biens et services, c'est on va aider les ménages. La politique qu'a choisi le gouvernement actuel, le gouvernement Macron, et qui est en ligne avec ce qu'a fait Emmanuel Macron quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre de l'économie sous Hollande, ce qui a été choisi et qui est en ligne avec le passé, c'est de dire on va plutôt aider les entreprises en espérant que quand on donne de l'argent aux entreprises, les entreprises du coup peuvent investir dans plus de projets et du coup peuvent vont du coup se mettre à embaucher plus de gens et que ça va résorber le chômage. Donc voilà, donc c'est sur ces questions-là, et en plus, très franchement, les fonds qui sont alloués à la gestion des questions migratoires, comparés aux fonds qui sont dans les dispositions fiscales, dans les dispositions d'aide comme le CICE par exemple, etc. On est sur des échelles qui sont quand même très très différentes. Donc je sais pas si voilà. C'est une chaîne pro-UPR, non pas spécialement. Non, on essaye d'être neutre, voilà. Mais après, comme certains d'entre vous le savent, j'ai été par le passé engagé à gauche, donc voilà. Ce qui n'est pas le cas de tous les membres de l'équipe d'Acropolis. Tout à fait, exactement. Toi, Sylvain, tu étais ailleurs, plutôt centriste. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Là, je vois pas de questions dans le chat. Il y avait une question tout à l'heure de Le Gros Gag. Oui, est-ce que tu la qui retrouves est ici. J'ai pas compris le positionnement de LREM sur la GPA. Tu peux exprimer, s'il te plaît, Acropolis. Alors, je sais pas, sur la GPA, je crois que leur positionnement, c'est de pas spécialement avoir de position et de relayer les débats bien plus tard. Tu me corriges Alors, en ce moment, il y a une grosse confusion entre la PMA et la GPA. Bien sûr, évidemment. Sur la PMA, ils sont pour. La PMA, il y a un rapport qui a été rendu par le Conseil national d'éthique hier qui est plutôt favorable à la PMA pour toutes. Par contre, la GPA, c'est pas du tout dans l'actualité, et a priori, il me semble que Macron s'était prononcé plutôt contre la GPA pendant la campagne. Oui, il me semble qu'il y a eu des hésitations et que c'était plutôt il voulait plutôt surtout éviter le sujet d'une certaine manière. Oui. Et donc pour rappel, PMA, procréation médicalement assistée, alors je ne suis pas médecin, gynécologue évidemment, mais procréation médicalement assistée, en gros ça consiste à donner les moyens aux couples qui n'ont pas les moyens d'avoir d'enfants, que ce soit pour des questions de stérilité ou parce que ce sont des couples homosexuels ou sans doute d'autres motifs que j'oublie, de donner les moyens à ces couples de faire en sorte que là où les femmes dans le couple puissent tomber enceintes. Donc en gros on est sur
des questions d'élargissement de femmes qui sont recevables au don de sperme. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà légal dans certains cas plutôt médicaux. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grosso modo, et je suis pas du tout expert, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais grosso modo, c'est ouvert surtout aux couples hétérosexuels quand il y a des raisons médicales qui le justifient. Oui, c'est ça. L'idée de l'ouverture de la PMA, c'est de dire que bon, on ouvre ça déjà aux couples homosexuels et aussi aux couples hétérosexuels qui veulent passer par ce moyen-là et aussi aux femmes seules. Et aux femmes seules, effectivement. Voilà, donc ça c'est la PMA. La GPA, en revanche, c'est donc gestation pour autrui. La gestation, c'est le moment où vous avez le bébé dans le ventre. L'idée de la GPA, c'est de dire que, en gros, votre enfant va grandir dans le ventre d'une autre. En fait, on parle très clairement de la question des mères porteuses. Et derrière, ça pose des questions qui ont des implications éthiques assez importantes sur est-ce que on n'est pas en train de vendre le corps de certains si jamais on ouvre la GPA, est-ce qu'on va pas retrouver d'une certaine manière, de fait, à forcer des femmes précaires à vendre leurs services en tant que femmes porteuses, etc., etc. Donc c'est pour ça que voilà, mais il y a une confusion qui est volontairement entretenue par certains entre PMA et GPA, qui consiste à dire si on ouvre la PMA pour tout le monde, du coup la pente glissante ce sera la GPA, ce qui n'est pas du tout le cas. Clairement, par exemple, le gouvernement actuel est pas du tout sur cette ligne-là, et a priori, je pense que la question, peut-être qu'ils parleront de la GPA un jour, mais je doute que ce soit dans leur projet de lancer un débat sur la GPA, notamment parce que ça serait un débat idéologique très fort qui aurait pour effet très probable de faire lever une bonne partie des bancs de la droite qui diraient bah non, nous la GPA on n'en veut pas, et du coup le gouvernement perdrait pas mal de soutien qu'il peut avoir sur sa droite. Sans parler des problématiques psychologiques sur les femmes porteuses bien évidemment, etc. etc. Quoi d'autre Est-ce que tu as vu d'autres questions intéressantes passer? Oui, mais c'était en DM, donc je suis pas sûr que je vais en reparler. D'accord, si elles sont intéressantes, on peut. Mais c'est intéressant pour moi en fait. D'accord, ok, pas de souci. Je suis pas sûr que le chat ait très envie de savoir ce que je raconte avec Perceval je comprends. Privé. Donc Perceval, donc du coup, je vais en profiter pour remercier les bénévoles qui ont fait un super boulot pour nous aider à préparer ces questions d'actualité au gouvernement. Donc pour rappel, Émilie, Perceval, Arcturus, Neverline et Père Castor, merci à vous. Et on a besoin de gens comme eux pour nous aider. Bon, de quoi on a parlé d'autres intéressant. On a parlé de l'accessibilité des logements pour les personnes handicapées. Oui, c'est intéressant ça, avec un parallèle assez étrange avec le Wi-Fi. Oui. Donc la question qui était posée, c'est la loi Elan n'a pas résolu les problèmes d'accessibilité des logements pour les personnes en situation de handicap. La députée qui posait la question était membre de la commission sur le sujet, j'ai plus son nom là dans l'immédiat, mais donc concernée par Anaïs Lemeur. Anaïs Lemeur, ouais. Et donc elle est membre du groupe d'études sur l'autisme, handicap, inclusion et santé à l'école, mais donc notamment le groupe d'études handicap, inclusion. Donc elle est concernée, elle s'y connaît sur le sujet, et elle soulignait que le Premier ministre ce matin apparemment a fait une annonce comme quoi les normes allaient changer et les ascenseurs allaient être obligatoires dans tous les immeubles pour de plus de 3 étages, si je me trompe pas, alors que jusqu'à maintenant les normes ne concernaient que les immeubles de plus de 4 étages. La ministre qui a répondu, Sophie Cluzel, a dit, donc secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, a dit que l'accès au logement aujourd'hui était un équivalent à l'accès au Wi-Fi pour ce qui est des droits numériques. Voilà, évidemment, certains d'entre vous ont relevé que du coup, au premier étage et au deuxième étage, les handicapés, ils montent à pied. Voilà, donc question très intéressante sur le sujet, et il faut le reconnaître, hein, effectivement ce serait mieux qu'il y ait des ascenseurs pour tous les étages, etc. Mais il faut quand même reconnaître que passer de 4 étages ascenseur obligatoire pour les immeubles de 3 étages, alors qu'avant c'était que 4 étages, c'est quand même une avancée sur le sujet, et c'est bien de le souligner.
On n'a pas eu de questions sur la loi qui donc va être votée ou dans quelques minutes, j'imagine. Donc le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Non, les handicapés ne montent pas à pied. Ceci est une blague raciste, je me souviens. Non, ok. Donc voilà, François a réussi son sevrage de streamer. Oui, ça va, je pense que ça s'est pas trop bien passé. J'espère que ça vous a plu. Tu viens de faire un joli lapsus. Pourquoi j'ai dit quoi? Je crois que ça s'est pas trop bien passé. Ça s'est pas trop mal passé, je parle un peu trop vite, je vais essayer d'apprendre à parler de manière un peu plus posée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Flamia qui avait parlé d'un sujet dans l'introduction et dont on n'a pas parlé dans les QAG, effectivement, c'est la montagne d'or. La montagne d'or, Guyane. oui, alors j'ai vu effectivement, je sais pas si c'est ce commentaire-là dont tu parles, mais j'ai vu un commentaire passé qui demandait si la montagne d'or a été évoquée à l'Assemblée nationale. Alors à l'Assemblée nationale, au sens large, sans aucun doute, on ne suit pas le direct en permanence. Pendant les QAG, il y a quelques mois, ça a déjà été évoqué. Oui, voilà, mais pas depuis la rentrée. Depuis la rentrée, il y a eu vaguement une allusion à un moment, mais il y a 2 séances, je crois, mais pas de questions très spécifiques sur la montagne d'or. Donc non, c'est pas un sujet qui a été remis sur la table pour l'instant. Voilà, est-ce qu'il y a des sujets dont vous voulez citer? C'est quoi la montagne d'or? Alors je ne saurais pas vous expliquer en entier, mais en gros c'est une histoire de mine en Guyane, oui. C'est ça, qui est dénoncé par certains comme un scandale écologique grosso modo, hein, voilà. Je vous invite à lire des articles sur le sujet, mais c'est pas revenu sur le sujet, sur la table depuis la rentrée. Merci pour ce live de qualité, je suis ravi que ça t'ait plu, le gros gag. En Guyane, sérieux, oui, la Guyane, qui rappelons-le, est une partie de la France, hein, certains l'oublient de temps en temps, mais non, la Guyane, c'est français, c'est un territoire important. Bon, on s'arrête là? Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Je suis assez pour, surtout que je dois aller faire des courses. Très bien, on va faire des courses. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, alors pas avec moi, on se retrouve mardi ou mercredi pour la prochaine séance des questions d'actualité au gouvernement. Suivez la programmation sur le site d'acropolis.fr. Exactement, on sait si c'est mardi ou mercredi ou pas encore? J'ai pas regardé. Pas encore. Honnêtement, okay. Je sais pas. Bon, on vous dira, suivez la programmation sur le site et sur nos réseaux sociaux. Donc pensez à nous suivre sur Twitter, Acropolis, sur Facebook, à follow et à sub sur Twitch. On a besoin de fonds pour continuer à faire ce qu'on fait. Et la chaîne YouTube Acropolis et la chaîne YouTube Acropolis Replay si vous voulez voir ce replay et d'autres replays. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette émission. Un grand merci aux bénévoles qui nous ont aidés, que j'ai mentionné tout à l'heure, mais que je vais rementionner parce que c'est important. Parce qu'ils le valent bien. Et ils le valent bien et ils le méritent. Donc Émilie, Perceval, la liste, Arcturus, Neverline et Père Castor, merci à vous. À nouveau, si vous voulez nous aider à préparer les questions d'actualité au gouvernement et être bénévole au sein de l'association d'Acropolis, n'hésitez pas à vous faire connaître. Venez nous voir d'ailleurs sur le Discord, je pense que quelqu'un postera le lien. On pourra discuter tous ensemble de cette séance et de l'actualité politique française et répondre à toutes les éventuelles questions que vous auriez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Merci à Sylvain, merci de m'avoir accompagné pour cette émission. Toujours un plaisir. Et je n'ai pas renversé de café. J'ai pas renversé de café, j'ai des bouteilles d'eau qu'on peut renverser si vous voulez. Ça tâche moins. Ça tâche moins. Et sinon, je vous invite du coup à retrouver Acropolis demain pour Party Time. Party Time. L'émission sur l'Europe n'est pas encore lancée du coup, j'imagine. Et l'émission sur l'Europe, ce sera demain à 10. Donc c'est bien 18h30. Donc c'est après Party Time ou avant Party Time? C'est après Party Time. C'est après Party Time. Donc retrouvez demain Adrien qui pour Party Time qui parlera donc de l'actualité des partis politiques comme toujours, et ensuite à 14h30 et à 18h30 et l'Europe Bordel. Et l'Europe Bordel. La première Où ça va parler, comme vous vous en doutez, des accords commerciaux en Asie, pas du tout, ça va parler d'Europe. Et surtout, invité exceptionnel pour cette première. Évidemment, bien sûr, j'oublie. L'eurodéputé et ancien candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, tout à fait. Qui sera sur le nouveau plateau d'Acropolis. Donc, que l'on peut vous annoncer, nous avons un plateau. Ah, on a le droit d'annoncer le plateau? Ah bah c'est génial. Les gens sont encore là, donc on va le dire. Tout à fait, donc il y a un nouveau plateau pour Acropolis et qu'on vous présentera très bientôt.
Il a été présenté? Il n'a pas été présenté visuellement, mais comme il n'est pas fini d'être prêt... Oui, voilà, là, je le vois là, c'est sur le bord de là-bas, là, c'est un peu le bordel. Voilà, on vous présentera tout ça, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous verrez tout ça. Et n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le Discord, on sera ravis de parler de tout ça avec vous. Merci à tous, et à demain pour ceux qui seront là pour Party Time, et à mardi ou mercredi pour ceux qui seront là, ou lundi pour la matinale, je l'oublie, je suis désolé, pardon Sylvain, je ne te fais pas honneur. Donc lundi pour la matinale, et ou sinon mardi ou mercredi pour les prochaines questions d'actualité. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.